Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tsukimi, saison 2, épisode 10, si je ne dis pas de bêtises. Je suis très heureux de vous retrouver après ce petit intérim de Luchisco. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant le mois dernier et très content aussi parce qu'on a une superbe émission qui s'annonce. Donc, d'avance, merci. Lucci m'a dit que vous étiez déjà assez nombreux dans le chat depuis tout à l'heure, donc ça veut dire que vous êtes ni au concert de Darkside, ni devant la vidéo de mon cher Al136, que je vous conseille quand même d'aller voir du coup juste après ce live, puisqu'il vient de sortir là, une grosse vidéo sur les backrooms il y a une trentaine de minutes à peine, ni devant Roland Garros d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi aimer le tennis, mais vous êtes bien là pour notre invité exceptionnel ce soir, puisqu'on a la chance et l'honneur de recevoir quelqu'un qu'on aime tous énormément chez Mangetsu, en la personne de Miyako Slocombe. Miyako, coucou. Hello. Ça va? Oui, très Oui, bien. tu as bien aimé cette préparation pas du tout punk de l'émission Ah oui, moi j'observais ça tranquillement. Devant tant de professionnalistes, tu devais être impressionné, j'imagine. Oui. Mon petit Michael, comment ça va? Ça va super, et toi? Il s'est levé à 6h30 ce matin, je tiens à vous le dire. Voilà, il a voulu flexer, il a voulu faire le concours de qui se lève le plus tôt, il s'est levé à 6h30 ce Non, matin. non, j'essaie d'avoir une routine cool, on va dire, mais je la regrette déjà. Mais c'est le principe de la routine cool. Envoyez-lui de la force un peu dans le chat là, pour l'encourager. Petite, pas nouveauté, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous invite vraiment à faire ce soir, notamment parce que j'ai pu en discuter en DM avec certains d'entre vous. Si vous avez des questions pour Miyako, et je sais que c'est le cas, puisque je sais qu'il y a déjà des gens qui ont prévu des petites questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On arrête l'émission, on fait une pause, on pose vos questions à Miyako, on discute. Ça, on peut embrayer sur des discussions et tout. De toute façon, vous connaissez Tsukimi, c'est quand même relativement libre et détente. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est pas tous les jours que Miyako fait des lives comme ça, donc on est d'autant plus content de la voir. Et puis, quant à nous, écoutez, c'est parti. On va déjà attaquer tout de suite avec les sorties du mois. Mikazuki, jingle. La pile des sorties du mois n'en finit plus de grossir. Regardez, il y a tout ça. Ça, c'est Mangetsu au mois de juin 2023. Alors, pas tout à fait, je triche sur le dernier d'entre eux. Vous n'avez rien vu, il est juste là. Mais c'est parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Vous savez, Miyako n'est pas que traductrice, elle est aussi interprète. Et on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Commençons tout de suite avec la sortie du mois de juin. La nouveauté, en tout cas, du mois de juin. Oh, elle brille. Qu'est-ce qui s'est passé dans le studio pendant mon absence pour que enfin les effets de fab fonctionnent pendant les émissions, les gars? Vous avez... Kevin est beaucoup trop fort. On salue la régie aussi bien fort. Envoyez-leur du love dans le chat. Tunnel to Summer. Donc, de Mei Ichimoku, de Kudon au dessin et de Kuka Keikara designer. Une série en 4 tomes qui démarre demain, mercredi 6 juin, en librairie. Alors, je sais que certaines et certains d'entre vous l'ont déjà lu, puisqu'en fait, les libraires ont reçu les bouquins depuis un petit moment. Et certains, les petits coquins, les ont déjà mis en vente. Série en 4 tomes, je l'ai dit donc. Ce que je ne vous ai pas expliqué... Oh, quel beau tunnel. C'est que c'est une série adaptée d'un light novel qui a été un carton monumental au Japon. Et c'est aussi et surtout, diront certains, un film d'animation qui sortira, je l'ai dit, bientôt en France. Je ne sais pas en fait à quel point on a le droit de dire les choses, parce que moi je pensais que tout était annoncé, et peut-être que non en fait. En tout cas, Google me dit peut-être, vas-y, tu peux y aller. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est en compétition officielle à Annecy, que le film, alors moi j'ai pas eu la chance de le voir, mais des membres de l'équipe Si est un petit bijou. J'ai pas le nom du réal, malheureusement, je m'en excuse, mais notre ami Bruno Delacruz d'Animeland m'a expliqué que c'était un futur grand nom de l'animation et il a un peu la réputation du nouveau Makoto Shinkai, je le dis avec des guillemets, je sais Makoto Shinkai, bref, on n'est pas là pour faire le débat, mais il y a un débat Makoto Shinkai qui existe, très bien Makoto Shinkai en vrai, et ça sortira donc à un moment donné, en France, pas ultra longtemps non plus. Quant à nous, vous aurez tous les tomes cette année, du coup, les 4 sur l'année 2023, au rythme d'un tome tous les 2 mois. Alors, comme son nom l'indique, évidemment, c'est tout indiqué pour l'été. C'est une série qui nous vient de Shogakukan et c'est un petit bijou à la fois de romance, à la fois de fantastique, ce qui nous fait une belle romance fantastique. Et c'est un truc qu'on a acheté il y a longtemps quand même. Je crois que, Michael, tu ne devais même pas encore être chez Mangetsu à l'époque. Et c'était un des achats de droits où on a eu le plus de compétition dans notre jeune histoire. Et donc pour nous, c'est aussi un titre particulier, puisqu'en fait, c'est une des premières grosses compètes qu'on a gagnées avec les ayants droit, du coup, puisqu'il y avait beaucoup de nos concurrents que vous connaissez qui étaient dessus, et à raison, puisque le titre est vraiment super. Et voilà, on a tous beaucoup donné dessus. La fab est sublime, hein, on vous l'a mis sur Twitter il y a quelques temps, là, mais vraiment, cet effet du coup de dorure là, sur le first print est vraiment du plus bel effet. C'est traduit par Alexandre Goua, c'est lettré par Cindy Berthet. C'est fabriqué en France aussi maintenant, on écrit ça, vous avez vu, comment on est responsable. Parce que tous nos mangas sont fabriqués en France, bien évidemment. Et de quoi ça parle du coup? Ça nous parle... alors, c'est un peu compliqué car
elle n'est pas le personnage principal. Elle est un argument énorme dans l'histoire et elle est le pilier de celle-ci. Mais en fait, on va suivre un jeune garçon dans la campagne japonaise, dans ce qu'elle a de plus typique, avec ses bords de mer, ses scooters, ses tunnels, etc. Je vous ai déjà parlé de mon kink un peu pour les tunnels en Asie. Et en fait, ce tunnel que le héros va trouver a des propriétés particulière puisqu'il peut exaucer tous vos vœux, tel un génie. Par contre, il va falloir laisser quelque chose à l'intérieur. Et ce quelque chose n'est pas forcément matériel. Donc c'est une alchimie un peu métaphysique comme ça. Et le héros va le découvrir à ses dépens, sachant que dans le premier tome, on installe un petit peu les règles du coup, de ce tunnel, notamment le fait que le temps y passe beaucoup plus vite. Et que quand le héros ressort, en fait, aux yeux du monde, il était porté disparu pendant quelques temps. Il s'avère que la petite nouvelle dans sa classe, oui, le trope fonctionne toujours aussi bien, qui est juste là, semble en savoir un petit peu plus du coup sur les propriétés de ce tunnel. Et elle va le guider, entre guillemets, là-dedans. C'est une série à haute teneur en spoiler. Du coup, donc je ne peux pas trop vous en parler au-delà de ça. De notre côté, on vient de boucler le tome 3. Du coup, enfin, on est en train de travailler le tome 3, en l'occurrence, il n'est pas bouclé de mon côté tout à fait, mais donc on en a quasiment terminé, et franchement, c'est superbe. À noter pour les gens qui, je ne sais pas, seraient allés voyager au Japon, auraient vu le film au Japon à l'époque, qu'en fait, et le light novel, et le manga, et le film ne sont pas exactement la même histoire. C'est-à-dire que, notamment dans certains éléments de décor, il y a des représentations graphiques au sein du tunnel ici qui... comment dire sans spoiler, font écho un petit peu aux propriétés de ce tunnel, notamment un tori à un moment donné, pour essayer de tourner un peu autour du pot. Mais en fait, ce tori n'apparaît pas dans le film. Et pour les gens, du coup, notamment en interne ou ailleurs, qui du coup ont lu le manga et vu le film, les deux sont assez complémentaires. Donc c'est plutôt un très très bon argument. Je ne peux pas vous l'assurer, n'ayant pas vu le film encore une fois. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un très beau manga. Et surtout, comme vous l'avez vu là avec les extraits qui sont passés tout à l'heure, c'est absolument magnifique en termes de dessin. Du coup, Kudon ou Kudon, j'imagine on dit Kudon, est vraiment un dessinateur à suivre et avec qui on va espérer du coup retravailler évidemment, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très beau, et c'est beau sur les 4 tomes, ce qui est aussi l'avantage d'avoir une série tenue en 4 tomes, c'est que voilà, elle a été faite d'un tenant, et les 4 tomes sont hyper réussis, hyper beaux, emmènent en plus avec des personnages différents, mais c'est là où, pas trop envie de spoiler, toujours est-il que vous avez vu, il y a 4 personnages derrière, ce n'est pas pour rien. Donc tiens, Michael, t'as lu? T'as kiffé? Ouais. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le côté, on ressent bien l'été japonais, je sais pas comment l'expliquer. Il y a une osmose quand tu vas au Japon l'été, tu la retrouves bien en fait dans le manga. Particulièrement Ouais. en dehors des villes, ouais. Cette espèce de Japon de campagne avec... C'est bien, tu ressens bien la chaleur. Hein. Ouais, carrément. Oui, au début, c'est vraiment l'été pesant et tous Ouais, les c'est personnages ça. ont besoin de s'hydrater, d'aller se balader et tout. Les étoiles aussi, pareil. Enfin, L'ambiance, elle est très cool. Genre. c'est cool de sortir du Japon hyper urbain et de ces tropes-là. Et ouais, ça marche parfaitement bien. Et en plus, puisque quand même, ça reste une romance, la partie romance est, je trouve, brillamment exécutée. Il y a un Et, côté très thriller aussi dans son approche, pour éviter de spoil. C'est ça, en fait, c'est là où je veux pas trop spoil. Voilà. Il y a un côté... En fait, il y a plein de petits trucs qui font que ça peut plaire à plusieurs personnes, en fait. Parce que vraiment, c'est un petit bijou. En plus, c'est en 4 tomes, c'est même pas axé, genre... ça se lit vite, c'est propre. Et ouais, c'est un bon petit titre. Surtout pour l'été, en plus. Mais tu as raison de parler quand même de l'aspect thriller, effectivement, parce que l'aspect fantastique, il est là avec les propriétés du tunnel de fait. Mais effectivement, c'est aussi écrit comme une enquête un peu, et il y a une façon notamment de dérouler les règles petit à petit du tunnel, puisqu'en fait les héros vont pas les avoir tout de suite, ils vont d'abord les découvrir en les traversant littéralement. Qui est hyper bien vu, et au tome 3 on n'a pas encore toutes les clés en fait du truc, ce qui fait qu'on n'a pas juste le tome 4 épilogue, Love, tout ça. Et je soupçonne quand même un bon petit drame à un moment donné, mais je ne vais pas vous spoiler, parce que de toute façon, moi-même, je n'ai pas encore lu le tome 4. Ce mois-ci, et encore Michael, tiens, on a Golden Guy, tome 6. Vous le savez, c'est le début d'un nouvel arc, du coup, pour Golden Guy. Alors là non plus, on ne va pas vous spoiler pour les gens qui ne seraient pas forcément à jour. Notez juste quand même que la moitié du tome est un épilogue des 5 premiers tomes, donc avec tout ce qui comportait et de violence, et de trahison, et de clan Yakuza, et de Tokyo surtout. Et au bout d'un moment, vous avez une sorte d'entracte dans le tome. Et là, on va complètement renverser la table et on va retrouver nos héros ailleurs. Hop, juste là. Je ne vous dis pas où, mais là aussi, on quitte un petit peu du coup. C'est une escale pour donner un petit jeu de mots.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux. Et c'est toujours aussi excellent, évidemment. Jun Watanabe, enfin vraiment, après, vous le savez si vous avez lu le montage, mais il n'a pas son pareil pour relancer toujours une intrigue et des enjeux et tout. Et on se régale, hein. Ah, il est très fort. Bah, moi, c'est un de mes auteurs favoris, Jun Watanabe. Donc forcément, tu sais, il y a une particularité. Quelle page de Ouais, ouf. justement, ça, c'est une des poches qui marque la fin de cette première partie. Et justement, je Attendez, voulais j'enlève revenir. mes vieux doigts. Hop, Je vais montrer un petit truc sur le tome. tiens, vas-y. Vous allez voir que sur le tome 6, donc c'est-à-dire le début de cette deuxième partie, lorsque vous ouvrez votre rabat à droite, vous allez voir le même logo du clan Tokugawa. Sauf que on passe à la fin à un nouvel arc où il y a un nouveau clan. Dans la version originale, on retrouve sur les rabats le logo de ce nouveau clan. Et bien pour coller plus à la partie, on va dire, éditoriale, j'ai choisi, Sullivan avec son accord et des ayants droit, d'incorporer ce nouveau logo sur le tome 7 pour justifier, on va dire, cette passation d'un clan à l'autre, surtout que, en fait, là, on est plus sur une surconclusion, c'est-à-dire un petit bonus, un peu comme vous finissez un film Marvel et vous avez la petite fin qui vous explique comment ça va se terminer et comment ça va introduire la suite. Donc c'est un de mes tomes favoris sur la couleur, parce que le violet étant ma couleur favorite, et en plus cette illustration elle pète. Donc ouais, en plus je l'ai lu tout à l'heure, ça fait grave plaisir. Luchesco étant un enfant de son époque, les gens qui le suivent sur Twitter ont remarqué qu'il a matché et ses sneakers et son t-shirt qu'il ne porte déjà plus. D'ailleurs, c'est vraiment juste pour la photo. À la couve de Golden Non, Guy. mais même avec tome la 6. dorure, hein, parce que Le mec est soin. sur les empiècements, il y avait des trucs dorés. Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas eu toutes Je les... suis allé dans le détail. Très bien. Dorure toujours, c'est la dorure partie là. Chiruran, tome 14. Bon bah là, je vais passer rapidement dessus, vous connaissez Chiruran. On est sur le tome 16 en ce moment d'ailleurs. Les filles m'ont envoyé le tome 16 pour relecture là dans la journée. Quand même à noter que, vous le savez si vous êtes avec nous en ce moment dans Chiruran et à jour, là ça bastonne sec dans le Shinsengumi ces temps-ci. Moi c'est clairement un de mes arcs préférés là en ce moment, surtout qu'on arrive à un des, lui là sur la couverture là, ce petit méchant avec ses pistolets là, qui est sûrement mon antagoniste préféré de toute la série. Il est drôle, il est dangereux, il est malsain, il représente un peu tous les thèmes de Shinsengumi, notamment sur l'ouverture aux Occidentaux et tout ça. Et vraiment, enfin, ça ouvre tout un second chapitre de Chiruran qui va quasiment nous emmener jusqu'à la fin de la série, en fait. D'ailleurs, la série vient de se conclure au Japon avec son tome 35, il y a quelques jours à peine, et donc on envoie beaucoup de force et beaucoup d'amour à ses auteurs, Shinya Imemura et Eiji Hashimoto. Et ouais, là, on ouvre vraiment la seconde partie de Chiruran. Alors, sans trop spoiler, on peut dire qu'il y a eu des luttes internes jusqu'à maintenant au sein du Shinsengumi, du coup, qui devient enfin l'itération telle qu'on la connaît, notamment sur les pages Wikipédia et tout ça. Ils ont un peu fait le ménage, quoi, on va dire. Et là, on va ouvrir vraiment tout le chapitre du coup du flétrissement, pour reprendre les termes du manga du Shinsengumi, avec une tonne d'action, un Toshizo Ijikata qui est plus classe que jamais, Hajime Saito pareil, enfin voilà, tous les membres historiques vraiment phares du Shinsengumi brillent vraiment à partir de là. Et vous allez voir, vous allez vraiment en avoir pour votre argent dans les prochains tomes, notamment le tome 20. Ouais. C'est une folie furieuse. Mais avec l'apparition de ce personnage qui se surnomme le God, qui a ses deux pistolets, on rentre dans une autre ère historique, on va dire, du Japon avec l'industrialisation du pays. On va petit à petit vers ce... Il l'incarne en tout cas, Ouais. ouais, tout à fait. Industrialisation que vous voyez évidemment dans les flash forward, du coup, Ouais. quand on est au présent, du coup, et où on a ce narrateur, Shinpachi, qui nous narre un petit peu son passé au sein du Shinsengumi et de la vie de Toshizo Ijikata, du coup. Je passe à la suite, rapidement, Soten no Ken, tome 8. Bon, bah là aussi, c'est pareil, ça met des grosses mandales. La bagarre. C'est bien la bagarre en plus dans celui-là, parce que là, du coup, on va avoir des pratiquants des arts magnifiques au couteau. Et ah oui, c'est celui-là. Yes. Ah oui, les champs best-of. C'est du coup, Soten no Ken sortant un peu plus lentement, on a beaucoup d'avance nous en prod, mais ça fait plaisir de revenir un peu en arrière. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps en librairie avec un lecteur qui encore une fois, arrivait avec les a priori de ouais, mais en fait c'est vachement moins bien qu'Hokuto no Ken, c'est série Z et tout. Et comme on a la chance qu'Hokuto no Ken ressorte chez Crunchyroll depuis un moment, lui découvre les deux en même temps. Ouais. Et il m'a dit, mais attends, mais pourquoi personne ne dit que Soten no Ken, genre rien que niveau dessin par exemple, c'est une banane monstrueuse, quoi. Et bien écoutez, comme ça je vous le dis, et je le salue. Et c'est vrai que, quand même, quoi, on aime beaucoup Tetsuhara, et particulièrement sur Soten no Ken, où il y a des tomes là en particulier, là au cœur de Soten, où il y a des planches, attendez, c'est laquelle que je vais vous montrer. Moi je trouve qu'il y a un côté où il est...
c'est assez drôle, tu vois, et ça permet de, on va dire, pas comme sur Hokuto no Ken où tout était sérieux, tout était un peu fin du monde, etc. Sur Soten no Ken, tu as souvent des petites blagues où, par exemple, j'avais mis une planche où il dit utiliser 2 fois la même technique, mais tu m'as vraiment pris pour un débutant, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, Ou carrément. quand le mec lui dit fais attention, tu fumes trop, tu vas bouffer tes artères, et l'autre il lui dit bah oui, parce qu'en gros il se fait tellement allumer ou autre, bah ça va lui permettre de reboucher les trous qu'il a eu quand il se battait, tu vois. Il y a des trucs, il y a des blagues méga drôles comme ça qui font que tu apprécies ta lecture dans un autre niveau. Tu attends de voir qu'est-ce que Kenshiro Kasumi va dire de drôle après avoir ratatiné son adversaire. Et j'en profite pour faire un gros bisou du coup à Odilon Grevet qui y est pour beaucoup dans la traduction, vous le savez, traducteur des séries Tetsuhara chez nous à l'exception d'Ikusanoko, et qui pour le coup est quand même un des maîtres pour localiser cette forme d'humour effectivement. Et effectivement c'est une série qui navigue entre l'ultra dramatique et l'humour super léger du genre. J'arrive pas à trouver ma planche depuis tout à l'heure, mais c'est une planche très... Elle est pas sur... Ah, où il y a plusieurs mains, c'est celle-ci. Voilà, ouais. c'est celle-ci, regardez-moi, si ça c'est pas over the top quoi. Je sais pas si on voit très bien la caméra du coup. Avec sa technique des 1000 mains et tout, qui lui permet de bloquer tous les coups. Manuel Neuer, il faisait ça à une époque. Je ne relève pas. Ice Guy and the Cool Girl, tome 6. Ça fait quasiment un an qu'Ice Guy and the Cool Girl est lancé. On a eu la chance d'avoir un bel animé, vous le savez. Série très rafraîchissante du coup pour l'été. On est le premier jour où il fait vraiment très chaud à Paris, là, donc en plus ça fait vachement plaisir. Qu'est-ce qu'on avait dans le tome 6 ? Attendez, laissez-moi rattraper, parce que c'est pareil, on a pris un peu d'avance. Ah oui. Ah oui. Ils vont danser et tout, là. Ouais. C'est le tome où j'y ai cru. Je me suis dit, ça se rapproche beaucoup. Peut-être qu'enfin, mais comme dans n'importe quel roman, il va falloir attendre, je pense, le tome final. Mais petit point chiffre d'ailleurs, parce qu'on n'a pas du tout fait de point chiffre. Je le dis dans la vidéo qui sortira plus tard, mais parce que les gens me posaient la question, le lancement de Ron Kemonohashi s'est très bien passé. Comme ça, je vous donne l'info. Et on est vraiment très contents et vraiment merci infiniment. Et le collector est totalement épuisé. Et vous pouvez évidemment le trouver encore dans certaines librairies très logiquement, ou à la Fnac, ou voilà, partout ailleurs. Mais en tout cas, les libraires ne peuvent plus le recommander à l'heure actuelle. Et vraiment, on est très contents des chiffres. Et du coup, j'en profite pour parler d'Ice Guy aussi, puisque Ice Guy, je ne sais plus si on avait dû en parler un petit peu l'année dernière, parce qu'on essaie d'être transparent là-dessus, mais c'est une série qui a démarré assez doucement chez nous, et qui en fait, alors évidemment, effet de l'animé oblige, mais aussi un peu avant l'animé, c'est vraiment révélé comme le fer de lance de la collection Mangetsu Life, et qui l'est plus que jamais, avec des très beaux démarrages et des chiffres qui sont excellents. Donc c'est hyper cool parce que ça nous permet, aussi pour ça que je vous en parle, on est dans période d'achat, là en général au printemps c'est la période où on achète les droits au Japon, et en fait le succès de Ice Guy and the Cool Girl nous a vraiment permis d'acquérir d'autres séries au Japon là très récemment, et on a fait le plein de très belles choses. Et vraiment, c'est du coup une série super importante pour l'histoire de Mangetsu, notamment, et je ne peux pas vous dire quoi, puisqu'en plus, c'est même pas pour l'année prochaine, c'est peut-être pour encore après, mais un petit bijou de chez Square Enix sera chez nous grâce au succès de Ice Guy and the Cool Girl, qui est lui-même publié chez Square Enix et qui du coup fait office de parfait exemple de notre relation avec l'éditeur. Et voilà. Et en plus, c'est une série que tout le monde aime, les filles en sont fans à l'édito. Et vas-y, Michael. La fameuse série, je vais pas dire le nom, c'est celle que j'ai vue peut-être sur le planning tout à l'heure. Il y avait une série qui a fait son apparition. Non mais commence pas. Genre, tu sais très bien que je vais gaffer dans les 30 secondes en plus. Donc, et en plus, je ne connais que son nom japonais. Et donc je l'appelle que par le premier mot de son titre en japonais. Ok. Mais peut-être que c'est celle-là. Je pense. Septembre 2020. Non. Non, ok. Non. Ah, je vois de quoi tu parles, Ouais. les coquins. Non, c'est pas celle-ci. Non. Mais j'aimerais bien la lancer l'année prochaine. Le problème, c'est qu'on a énormément de titres et que du coup, c'est pas évident de tous les caler. Mais en l'occurrence, si tu veux la petite histoire teasing, on est vraiment tombé amoureux avec Antoine de cette série quand on était là-bas. Je vois c'est quoi. Et on suit une héroïne aussi dans un Japon un peu rural et tout, et qui fait un métier assez rare dans la fiction. Et voilà, c'est un vrai pari parce que pour le coup c'est assez particulier, Ok. mais c'est un petit bijou de feel good et vraiment voilà, j'ai très hâte. Mais point de teasing, il y a déjà des choses à annoncer à la fin de l'émission. Ensuite, Mibuki Shiden tome 3, ça tombe bien, j'ai bouclé le tome 5 ce matin dans le train en venant. Et donc toujours Jiro Asada et Takumi Nagayasu. Toujours un chef-d'œuvre absolu du manga de sabre, évidemment. Toujours le Shinsengumi, mais côté réaliste cette fois. Alors dans le tome 3, qu'est-ce qu'on avait ? Parce que, désolé, je suis encore obligé de faire mes petits maths entre les différents tomes. C'est très familial ce Ah tome oui, 3. avec... ok. Avec son fils à la fin. Mm. C'est celui-ci. Yes. Bon, de toute façon, si vous ne lisez pas Mibuki Shiden, lisez Mibuki Shiden, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À chaque tome, la série prend de l'ampleur et de l'épaisseur. Il y a un jeu hyper malin sur notre protagoniste
entre les différents tomes où en fait, nous en tant que lecteurs, on nous statue quelque chose et puis une espèce de remise en cause du truc. Et puis, en fait, c'est très noble dans son écriture. Je sais pas comment expliquer, en plus sans spoiler, c'est encore plus dur, mais il y a quelque chose de très noble dans l'écriture de Jiro Asada. Et évidemment que Takumi Nagayasu étant une légende absolue du crayon, il le rend à la perfection. Là, en plus, vous êtes gâtés, il y a genre beaucoup, beaucoup de pages couleurs au début. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C'est comme ça, Vous avez un vrai gros cahier couleur au départ. C'est comme ça dans tous les tomes d'ailleurs. Une fabrication qu'on essaie de faire la plus réussie possible avec ce joli gaufrage, cet embossage. Et ouais, vraiment, c'est un bijou du manga, quoi. Donc, oui, le côté samouraï réaliste, parfois historique et très historique, dans le sens il y a des notes entre dans les gouttières et tout, peut un peu faire peur, je le comprends. Mais en revanche, c'est vraiment une histoire qui délivre énormément et qui, pour le coup, si vous êtes lecteur de Chihirohan de manière plus récréative, vous apporte un autre regard. Là, notamment dans le tome 5, il y a un truc de fou avec Hajime Saito à un moment donné. Et ça permet aussi d'étudier la raison d'être du Shinsengumi, qui est vraiment l'intérêt du Shinsengumi en soi, par le point de vue d'un mercenaire, entre guillemets. Et vraiment, c'est un petit bijou. Donc, je ne peux que vous inviter à aller la découvrir. En plus, la série va s'achever au Japon cette année, avec son 13e et dernier tome. Et a priori, la carrière de Takumi Nagayasu aussi. Donc en fait, on va être juste dans la roue, parce qu'il faut savoir que c'est une série qui est en publication depuis un peu plus de 15 ans, même plus que ça maintenant, presque 20. Donc il y a évidemment une parution assez lente pour avoir 13 tomes en 20 ans. Mais en France, on a cette chance de pouvoir quasi rattraper le Japon en direct, quoi. Et voilà, vraiment, c'est un très grand honneur en plus de publier ces auteurs. Mais peut-être qu'il y aura d'autres choses. Mais c'est pas aujourd'hui. C'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Miyako. Oui. Alors, je vais avoir besoin de toi un petit peu. Puisque je tiens dans les mains le 5e et dernier tome d'une série qui est très chère à notre cœur, qui s'appelle Paka de Daisuke Imai, qui s'achève donc demain, du coup, puisqu'elle sort demain en librairie, et qui est traduite depuis le premier tome par Miyako. C'est la première série sur laquelle on a travaillé ensemble, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'était avant Les Enfants d'Hippocrate. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu Paka et donner l'envie aux gens de l'acheter, surtout, c'est très important. Non, mais ça, faut prévenir à l'avance. mais non, ça va aller. Non, Paka, je vais prendre dans les mains. C'est une histoire qui se passe dans un lycée, dont le héros est un garçon qui fait partie du club de natation de ce club. Et il va faire la rencontre... Il va faire la rencontre un jour d'une... Enfin, il est sur le point de se noyer et il est sauvé... Retour au tome 1, c'est vrai que je t'ai pas aidé. Ouais, du coup, ouais. Elle date la traduction. Et donc, voilà. Et il est sur le point de se noyer. Il est sauvé par une jeune fille qu'il n'a jamais vue, qui est en fait une élève du même lycée que lui. Et suite à ce sauvetage, il se rend compte qu'il a des écailles qui lui poussent sur le corps et qu'en fait, oui, parce que pour le sauver, elle lui a fait une espèce de bouche, enfin, elle l'a embrassé. Et en fait, cette fille se révèle être une kappa et elle lui a en fait transmis son âme, une partie de son âme de kappa. Et à partir de ce moment-là, lui, il va tout faire pour redevenir un être humain. Mais en fait, petit à petit, ses sentiments vont évoluer. Donc il y a un peu une partie fantastique avec donc, le kappa, qui est un personnage issu du folklore japonais, le côté un peu romance lycéenne, l'histoire d'un été au Japon dans une atmosphère toujours d'été japonais, comme dont tu parlais tout à l'heure. Et ce que j'apprécie dans cette histoire, c'est que c'est assez... j'ai trouvé l'auteur assez fin dans sa description des sentiments très contradictoires qu'éprouve notamment le héros, qui est dans une période pas facile de sa vie, d'adolescence. C'est fait avec beaucoup de finesse et surtout j'adore le dessin. Je trouve les personnages, surtout les filles, elles sont super bien dessinées, hyper jolies et c'était très agréable de travailler dessus. Miyako la meilleure. Elle pourrait être éditrice aussi, mais elle va nous voler tout notre job, écoutez. Alors j'interviens sur un truc. Vas-y, Aïkol. Il sort le 21 et non pas demain. Ah, j'avais un doute, merci. Parce qu'ils étaient tous énervés. Oh non, j'allais le chercher demain et tout. Pardon, il y a plein de fans de excusez-moi. Paka dans le chat. Pardon, excusez-moi. Et regardez cette fabrication, alors je ne sais pas si je vais y arriver. Vous avez les
petite... Du coup, il y a un Ça vernis, se voit évidemment, sur le rabat aussi, ouais. sur le titre avec ce très beau logo de Spade, du coup, à qui on va dire au revoir avec ce 5e et dernier tome. Mais ça se voit sur le rabat, tu trouves plus? Ouais, parce que c'est un vernis sans soutien en mode écaille. Oui, pour les écailles, ouais. Mais c'est plus les petites bulles du coup qu'il y a dessus. En Ah, fait, ouais. toute la série a eu des effets de fab qui sont super jolis, mais qui sont à chaque fois très fins, parce qu'on n'a pas non plus voulu y aller pompier sur une série aussi douce que Paka. Et bah, vous le savez, Paka, c'est pas le plus gros carton de notre catalogue. Moi, ça me fait très mal, puisqu'en fait, j'avais super envie, enfin j'ai toujours super envie d'ailleurs, de développer Daisuke Imai en tant qu'auteur chez Mangetsu, parce que Daisuke Imai est vraiment un auteur fascinant, que vous avez pu retrouver avec Sensu chez Saka, chez Komiku aussi, il y a quelques années. Et bon, bah voilà, on ne peut pas faire des énormes succès sur tous les titres, mais voilà, Miyako, je pense, vous l'a très bien vendu en plus. C'est un titre touchant qui est effectivement assez complexe dans sa dépiction, j'allais dire, c'est français. Description peut-être Description, merci Miyako. Des différents personnages et du triangle amoureux qui s'installe entre eux, de toute voilà, l'aspect parfois contradictoire de leurs sentiments et tout. Et la fin est très belle en plus. Ce qu'il faut dire quand même, c'est la fin est vraiment très très réussie. Et voilà. Bon, dans tous les cas, nous on sera très fiers d'avoir pu aider Daisuke Imai chez Mangetsu, particulièrement avec Paka. Et bah, vous le savez, des fois dans l'édition, il y a des séries, elles mettent très longtemps avant de devenir des succès, mais si vous aimez ce bouquin et cette série en particulier, c'est quand même que 5 tomes. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de faire l'heure du manga. Et puis, bah, aidez-nous à la rendre plus populaire, parce que je pense sincèrement qu'elle le mérite, et que ce genre de romance assez complexe, et voilà, c'est quelque chose qui mérite aussi de sortir plus régulièrement sur le marché français. Et bah, pour ça, il faut aussi évidemment que ça trouve son public. Ensuite, et on a bientôt fini. Bah, d'ailleurs, c'est le dernier titre, puisque celui-là, on va se le garder pour plus tard si vous voulez bien. C'est Ma Revenante bien-aimée, tome 3, et sa sublime couverture avec la petite voisine. On arrive du coup dans une espèce de réunion de revenants dans ce tome, du coup, puisque une certaine ancienne âme que notre héroïne connaissait bien s'est tape un petit peu l'incruste au sein du couple. Et bah, un peu de la même manière. Alors, c'est aussi une weird romance, mais bizarre d'une autre façon, du coup. Mais moi, vraiment, je m'éclate avec cette série. Je la trouve très drôle. Alors, c'est aussi parce que j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, et particulièrement le cinéma d'horreur japonais. Mais vraiment, je trouve ça très drôle. C'est sûr que c'est pas la comédie la plus fine de l'année, mais en même temps, les persos sont touchants, évoluent en plus entre les différents tomes. Je crois que c'est dans celui-ci où l'auteur confie un petit truc sur l'origine de la série qui est assez rigolo, puis à la fin vous avez un petit... Ouais, c'est ça, vous avez un petit coloriage du coup Alors, ne coloriez pas votre manga, hein, ne faites pas ça, vos enfants le font très bien à votre place, mais vous pouvez vous amuser dans les bonus et tout à la fin. Enfin, il y a quelque chose de très... joyeux et playful dans cette série, ce qui est rigolo pour une série avec des morts vivants qui s'aiment. Mais voilà, vraiment c'est un excellent tome. Du coup, le tome 4 arrivera au mois d'août l'année prochaine. Et bah, j'espère que là aussi, vous serez plus nombreux et nombreux à le découvrir, parce que vraiment c'est une série qui le mérite. Et la collection Mangetsu Life a aussi vraiment beaucoup besoin de soutien. En fait, je parlais d'Ice Guy tout à l'heure et de ses excellents résultats, mais c'est pas forcément le cas de tous les titres, et même de la majorité des titres de cette collection. Là où le shonen et le seinen, évidemment, du coup, font très très bien vivre Mangetsu, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on va ralentir sur Life. D'ailleurs, l'annonce du jour est une série Life, je peux vous le dire, c'est un petit spoiler. Au contraire, même, ça nous donne encore plus envie d'essayer des choses différentes, puis c'est une collection qui peut accueillir des titres vraiment différents les uns des autres. Mais voilà, en revanche, sur Paka et sur Ma Revenante bien-aimée, on a besoin d'un coup de main. Et puis vous avez aussi et surtout, je le répète, Tunnel to Summer, qui est aussi chez Mangetsu Life et qui pour le coup est vachement plus un blockbuster quand même, qui arrive dès demain, lui, je me trompe pas, en librairie. Dès demain, et en plus on le fait gagner dès maintenant. Ah, bien vu, merci Michael. Du coup, le code qu'il faudra frapper, Frapper. Le code qu'il faudra taper sur le chat sera Tunnel tout simplement, tirage au sort juste après, et let's go. Mortel. Quant à nous, on va s'intéresser à Miyako, à son parcours, à sa vie d'interprète et de traductrice. Jugen, c'est parti. Ma chère Miyako. Alors, par où commencer puisqu'on a eu la chance de partager des superbes moments ensemble. Je pense qu'on va en discuter, notamment avec Junji Ito et Yuka Nagate. C'est à Angoulême et à Japan Expo l'année dernière, qu'on va en repartager de nouveau, mais là aussi on en reparlera tout à l'heure à Japan Expo cette année. Mais avant ça, pour le chat, mais aussi pour moi,
J'aimerais remonter à la petite Miyako, Ouais. du coup, qui devient la grande Miyako et cette traductrice qui gagne des prix Konishi par milliard. Et non, bon, je vais arrêter trop de saucer. En gros, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ton enfance, d'où tu viens et surtout d'où naît cette passion du manga? Oui. Moi, je suis née et j'ai grandi en France, mais je suis de mère japonaise et de père français. Et en fait, la première langue que j'ai parlée, c'est le japonais, puisque mon père parle aussi japonais. Donc à la maison, on ne parlait que japonais. Et j'ai débarqué à la maternelle en fait en parlant pas un mot de français, en fait. Et je comprenais rien à ce qui se passait autour de moi, mais j'en avais pas conscience. Donc je savais pas pourquoi je ne comprenais pas. Mais en fait, quand on est petit, finalement, on apprend très vite et puis on s'exprime par des gestes et tout ça. Et donc, j'ai découvert les mangas assez tôt, puisqu'il y avait déjà, quand j'étais petite, la librairie Junku à Paris. Okay. Et un jour, je me baladais dans les rayons et je suis tombée sur des tomes de... C'est Urusei Yatsura, c'est le même, on dit pareil, ouais, de Rumiko Takahashi. Et je sais pas, une découverture m'a vachement... interpellée, puis j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'acheter ça. Alors elle savait pas si c'était de mon âge ou pas, et puis elle se demandait si j'allais comprendre, parce que franchement, j'étais encore vraiment... Mais là, attends, t'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 6... Ah oui, 7, donc toute petite. Ouais, okay. 6-7 ans. Eh bien, pas complètement. C'est ça le truc. Et moi, jusqu'ici, je lisais plutôt des livres pour enfants en japonais. Et en fait, j'adorais juste les dessins de Rumiko Takahashi, je trouvais ça super. Et en fait, j'arrivais à suivre un petit peu, je comprenais que peut-être 10 ou 20% de ce qui se passait, mais je lisais, je relisais, je regardais, je re-regardais. On est d'accord qu'on parle de Urusei Yatsura en japonais? En japonais, okay. Urusei Yatsura en japonais. Donc tu as appris à lire le français et le japonais en même temps? En même temps, ouais. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'arrivais plus à lire et à comprendre en fait ce qui se passait dans les histoires, puisque j'ai eu une scolarité complètement française, mais j'avais des cours de japonais à côté, genre le mercredi, ce qui me permettait d'apprendre un peu à écrire, tout ça. Et en fait, j'adorais cette série. J'ai continué à demander à mes parents de m'en acheter quand on allait à Junku. Et puis j'ai commencé ensuite, j'ai bifurqué sur Ranma et puis d'autres. Je ne sais plus exactement ce que... Ça fait tout Rumiko Takahashi. Ouais, j'adorais, j'avais tout. Et j'ai continué comme ça à être une grande lectrice de manga et aussi une spectatrice de dessins animés, puisque je suis de la génération où ça passait au Club Dorothée. Tout ça, et donc c'était vraiment très très présent. Donc j'allais à l'école, tout ça, on en parlait aussi dans la cour de récré, il y avait les Sailor Moon et tout ça. J'étais vraiment à fond dans cette partie-là. Tu devais être trop la star, non? Parce qu'en plus, tu étais capable de Ah oui, j'avais les tomes un peu en avance. Bah ouais. J'étais en avance. Et puis à l'époque, c'était pas rien. Ouais, aujourd'hui, oui, avec Internet et tout. Mais oui, en plus, je dessinais beaucoup les personnages. Ah oui, ok. Donc, Et puis à chaque fois en été, j'allais au Japon voir mes grands-parents, et là, j'avais droit aux nouveaux tomes de toutes les séries qui me plaisaient. Et donc, j'adorais ça. Et donc, j'avais un rapport au Japon où c'est un peu comme un pays natal, alors que je suis née en France. Toujours un peu de nostalgie. J'attendais tellement avec impatience chaque été que je puisse retourner là-bas. Tu vois, je dis rentrer alors que je n'en viens pas. Et pourtant, je n'ai jamais envisagé la traduction de manga comme un métier à ce moment-là. C'est beaucoup plus tard que ça arrivait. Et du coup, à l'époque, donc, tu commences à lire des mangas en japonais, tu regardes des animés en français. Ouais. Donc déjà, de toute façon, tu navigues en fait, entre ces deux langues constamment autour de cette culture, du coup, de cette pop culture japonaise. Et tu disais, tu prenais des cours de japonais du coup le mercredi après. Donc en fait, tu as toujours parlé japonais, parce que je te dis ça parce qu'autour de moi, j'ai pas mal d'exemples de gens justement qui ont des parents allemands ou italiens ou que sais-je, et souvent petits, parce qu'en fait, quand on est tout petit, c'est hyper facile d'apprendre des langues étrangères, on les assimile énormément. Et en fait, on les perd autour de 4, 5, 6 ans, du coup, et plus tard, en fait, on y revient, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment grâce... ma mère a vraiment fait énormément d'efforts pour... elle s'est presque sacrifiée pour moi, parce qu'elle me parlait tout le temps en japonais pour pas que... Ah, ok, à la maison, du coup. À la maison, oui. Et le fait que mon père parle japonais, ça a aidé aussi, puisque c'était vraiment... Je switchais à la maison japonais, dehors français. Je pense que c'est ça qui m'a permis de ne pas l'oublier. Et aussi le fait que je lisais tout le temps des mangas. Et du coup...
Ouais, j'avais du mal à écrire. Ça, je l'ai perdu assez rapidement quand j'ai arrêté de prendre des cours. Enfin, vers le CE2, j'en avais marre en fait de prendre des cours de japonais. Mais j'ai pas perdu la lecture parce que je continuais à en lire et qu'il y a les lectures, même les kanji difficiles. Dans les mangas, il y a souvent les lectures à côté. Ah, ok. Ouais, Ok. ouais, exactement. Donc je pouvais lire sans savoir écrire quand même. Ok. Et après, ta scolarité, elle se dirige vers quoi? Déjà vers les textes en japonais et tout, ou tu t'imaginais autre chose ou... Ouais, j'imaginais complètement autre chose puisque à la base j'ai fait des études d'art. Moi, Ok. je voulais faire ou de la photo, de l'illustration. Ok. Je dessinais beaucoup, donc à l'origine j'ai une formation d'école d'art. Ah, d'accord, ok. Ouais, Ok. j'ai fait une école de beaux-arts à Rueil-Malmaison. Ok. J'avais une école à l'époque, j'ai fait un DNAP. Mais en fait, ça allait pas du tout avec. Enfin, je me sentais pas bien là-dedans parce que j'aimais beaucoup créer des choses. Par contre, j'étais incapable de parler de mon travail. C'était ouais, je bloquais complètement, mais en fait, dans une école d'art, tu es censé savoir parler de ton travail, savoir te vendre. Et moi, j'arrivais pas à jouer le jeu. Et puis, c'était une école qui était très art contemporain, très concept, tout ça. Et j'étais pas, je savais pas trop où j'allais. Et c'est à ce moment-là que Stéphane Duval, qui est donc l'éditeur du Lézard Noir, qui est un ami de la famille, était en train de monter sa maison d'édition. Et vu qu'il savait que j'étais bilingue, et qu'il ne savait pas que traducteur était un vrai métier, il m'a dit bah, tiens, Miyako. C'est du bon Stéphane dans le texte, ça. Est-ce que ça te dirait je vais sortir un manga de Maruo Suehiro, qui était Yume no Kyosaku. Est-ce que, oui, un recueil d'histoires courtes à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est pas un super début de commencer par ça. Tu connaissais un peu Maruo avant de t'attaquer alors je connaissais parce que j'avais vu des couvertures dans la bibliothèque de mon père. Ok. Je trouvais les dessins très jolis et puis j'ai rapidement compris que c'était pas... J'ai une connerie, si ton père a écrit une préface, non? Ah oui, il a écrit la Maruo. préface de New National Kid. Exactement. Ouais. Et Super d'ailleurs, t'es préface sur la d'ailleurs. traduction de ce même titre aussi, non? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, je les ai quasiment tous traduits, les Maruo. Okay. Et voilà, donc il voulait... En fait, Stéphane a monté sa maison d'édition surtout dans la volonté de publier ce Maruo. Et il m'a proposé la traduction. Et vu que moi non plus, je ne savais pas que traduire était un métier, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. J'ai cru que j'allais pouvoir m'improviser traductrice. Et puis surtout, le titre, je le trouvais très beau. Alors, c'est du héros-gourou, érotique, grotesque. C'est quand même... Ouais, c'est des images qui sont assez trash, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, comme je disais tout à l'heure. Par contre, c'est un pur génie du manga, par contre. Ouais, voilà, déjà. On est sur le. Voilà, ouais, c'est dur. Manga, Maruo aussi. Mais c'est le texte, au niveau de l'écriture, c'est très très beau, très poétique. Et en fait, dès que je l'ai lu, j'ai eu envie de chercher les mots pour rendre ça. Parce que l'émotion que j'avais eue en japonais, essayer de la rendre en français. Une sorte de coup de cœur, du coup, pour la fonction de la traduction, quoi. Ouais, voilà. Et puis, je me suis rendu compte en fait que c'était beaucoup plus difficile que ça. Enfin, j'avais beau traduire entre guillemets, et ça rendait pas. Ça claquait pas comme ça claquait en japonais. Et donc j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup compté sur l'aide de mes parents, de ma mère japonaise pour toutes les nuances de japonais, et de mon père qui est écrivain et traducteur, mais traducteur de l'anglais. Il est traducteur aussi, ton père? Ouais, il a fait effectivement, ton papa est romancier, du coup. Ouais, donc il m'a donné plein de petits conseils, et on est à trois, on est parvenu à rendre quelque chose d'à peu près, à peu près correct. C'est super beau. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'en faire mon métier. Pas seulement la traduction de manga, mais peut-être la littérature notamment. Mais j'avais conscience que pour ça, il fallait faire des études. Là, je n'avais pas du tout les compétences nécessaires. Et vu que je ne savais pas où j'allais en école d'art, après mon diplôme, je me suis réorientée pour aller à l'INALCO. D'accord, qui est du coup une école de langue. Voilà, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Donc c'est la fac où on apprend toutes les langues d'Orient, d'Asie. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas seulement des cours de langue, mais aussi des cours de civilisation, c'est-à-dire des cours de histoire, géo, sociaux. C'est un cursus très riche qui m'a beaucoup apporté. Et j'en profite parce que tu dis que tu as aussi traduit de la litté. Tu as traduit, si je dis pas de bêtises, l'île du démon solitaire de Edogawa Rampo. Oui, tout à fait, ouais. Merci pour ça, Miyako. Je C'était me suis régalé, le bouquin était magnifique. Et voilà, sans ta traduction, j'aurais pas pu le lire. Donc, Kevin, tu voulais... Non, pardon, excuse-moi, je croyais qu'on avait une question. Non, non, en fait, on n'a pas une question. Enfin, on en a plusieurs, mais il y a
Chloé de la chaîne Complètement Shoujo qui a dit « Ce n'est pas une question, mais merci d'être une figure féminine inspirante dans le paysage manga français. » Et ensuite, il y a d'autres questions, mais je pense que ça viendra avec l'expérience de ton travail, etc. Mais on y reviendra, je les ai notées. Ah, merci Chloé. Merci. C'est effectivement une des fonctions de Miyako. tu es un drapeau. Où en étions-nous? Donc tu commences avec Stéphane. D'ailleurs, petit aparté, Les Arts Noirs, il y a Hirasayumi, tome 2, chef-d'œuvre de Keigo Shinzo, et le tome 2 sort demain en librairie, allez le charger absolument. Bon, on va pas se mentir, pour moi c'est le meilleur manga de l'année. Donc voilà, c'est Keigo Shinzo qui a atteint son SSJ4, c'est incroyable, c'est... pour le coup, on parlait d'été japonais et de Japon plus doux et tout ça. On quitte un petit peu du coup le minéral de Tokyo et tout. Là, on y est à 2000% avec Hirasayumi et c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Donc, allez absolument lire ça. Donc, tu es à l'INALCO. Tu parfais un petit peu ton approche du coup de la traduction. Ouais, mon niveau de japonais aussi, parce que jusqu'ici j'avais un japonais très familial. En fait, j'étais incapable de tenir une conversation sur des questions politiques ou économiques. J'avais pas le vocabulaire. Ok. Là, je me rends pas compte du coup de la différence que ça fait entre le japonais que tu parles à la maison et que tu lis et que tu traduis, et un japonais plus... ouais, non, disons que c'est... j'aurais été sans l'INALCO, j'aurais pas été capable de tenir des conversations plus sérieuses que des choses. Oui, aujourd'hui, je suis allée en cours de machin, la prof, elle a dit ça. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, j'avais un vocabulaire un peu pauvre jusqu'ici. Mais pour la langue, pour la langue, tu veux dire pour la langue pure ou aussi par rapport à l'aspect civilisationnel et... D'abord, voilà, je parlais de la langue pure, mais c'est vrai que l'INALCO m'a aussi appris à maîtriser aussi des codes culturels aussi qu'il y a au Japon. Et puis après, j'ai eu une bourse pour étudier 1 an là-bas. Et là aussi, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup appris et ça m'a aidé pour la traduction. Donc à la fin de l'INALCO, tu pars vivre au Japon du coup? Ouais, enfin, c'était en milieu de cursus. J'ai fait juste une année, et après, après l'année à Tokyo, je suis revenue faire mon master. Ok. Ouais. À Tokyo toujours? Non, j'ai fait mon master à l'INALCO toujours. Et c'était un master pro. Et donc, mon mini-mémoire, c'était sur le démon de l'île solitaire de Edogawa Rampo. Et à l'époque, je n'imaginais même pas que je le traduirais un jour. Moi, j'avais juste écrit dessus. Et après, je me suis orientée vers un master pro parce que la recherche, c'était pas trop mon truc. Et en fait, j'ai eu l'énorme chance de faire mon stage de fin d'études à la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui est donc un institut culturel qui se trouve à Birakem à Paris, où ils font de formidables il y a une expo super, une expo photo de photographe Ken Domon en ce moment, il faut absolument aller la voir, c'est gratuit en plus. Récemment, il y a eu Atsushi Kaneko. Ah oui, tout à fait. Qui a fait sa masterclass là-bas. Il a parlé de plein de choses, c'était super cool. Ouais, c'était chouette. Et oui, donc j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas à la programmation cinéma. Donc voilà, je m'occupais j'étais en contact avec les distributeurs français et japonais pour organiser des rétrospectives. Et puis j'ai aussi appris le sous-titrage de films là-bas et qui m'a beaucoup aidée en fait pour compléter ma formation en traduction de manga. T'as fait du sous-titre aussi? Ouais, pour la Maison du Japon. Ouais, j'ai fait un peu de... Ouais. Si, un tout petit peu. Et puis, en fait, oui, il y a beaucoup de similitudes entre la traduction de manga et le sous-titrage de film, notamment la contrainte de la taille du texte. Ouais. Et donc, ça a été une expérience super enrichissante et qui m'a permis aussi de me faire un carnet d'adresses, parce que quand on est freelance, c'est super important. Voilà. Et on peut le lire quelque part, ce master sur l'île des Monts Solitaires ou pas? Ah non. Non, c'est du coup, j'ai très envie de le lire. Non, enfin je peux te l'envoyer par mail, mais ok, si je te sous-dois suffisamment, j'aurai le droit de le lire, très bien. Vous venez en DM et peut-être que... Voilà. Belle passe D pour le cinéma, puisque du coup, une de tes fonctions, en tout cas pour lesquelles les gens te connaissent, d'ailleurs c'est rigolo, puisque j'étais avec un ami de Wild Bunch, juste avant de commencer Tsukimi, qui donc te connaît, puisque tu es aussi interprète, et notamment interprète pour l'univers des réalisateurs japonais. Donc je sais, puisque je l'aime beaucoup, que tu as eu la chance d'accompagner Kiyoshi Kurosawa, notamment, donc réal de Cure, Creepy et j'en passe, un des très 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 grands réalisateurs japonais, qui n'a pas de lien de parenté avec le grand Akira Kurosawa, du coup il faut toujours le rappeler. Comment tu démarres là-dedans et surtout...
c'est quoi comme expérience quoi, d'accompagner des artistes comme ça qui sont... Alors là, moi, j'ai une image de Kiyoshi Kurosawa. En plus, c'est bête puisque je regarde souvent des interviews et ça a l'air d'être quelqu'un de super simple et qui est d'adorable et tout. Enfin voilà. Mais c'est quand même... La marche est haute, quoi. Tout à fait. L'interprétariat, alors j'avais quelques cours à l'INALCO, notamment d'interprétariat simultané, où on est en cabine avec les casques. Donc j'ai appris un petit peu, mais j'ai pas eu de vraie formation d'interprétariat. En fait, j'ai appris sur le tas, là aussi à la Maison de la Culture du Japon, puisqu'il y avait de temps en temps des réalisateurs japonais qui étaient invités pour les rétrospectives. Et petit à petit, on m'a demandé de faire l'interprétariat sur scène lors des questions-réponses avec le public. Donc au début, c'était extrêmement impressionnant. Je pense que j'étais très nerveuse, je parlais très vite, tout ça. Et en fait, après donc, mon stage à la Maison du Japon, on m'a proposé de temps en temps de faire l'interprétariat pour des personnalités du cinéma. Et c'est comme ça qu'un jour, on m'a proposé de faire l'interprétariat pour Kurosawa. Alors c'était un peu en remplacement d'une chère amie interprète très, très talentueuse qui s'appelle Léa Lodimna, qui est un peu la traductrice officielle attitrée de Kurosawa. Et je crois qu'elle était en congé maternité ou quelque chose comme ça. Donc on m'avait proposé de l'accompagner et c'était pour un moment assez magique puisqu'il était invité au festival de Gérardmer. Qui a lieu à peu près en même temps qu'Angoulême à chaque fois. C'est la raison pour laquelle, quand on aime trop la BD et l'horreur, on doit choisir à chaque fois, malheureusement. S'il vous plaît, les orgas, mettez-vous d'accord un jour, c'est très, très frustrant. Exactement. Et donc, je me souviens j'étais allée chercher M. Kurosawa et sa femme à l'aéroport, à Roissy. Et puis, dans la foulée, il y avait un chauffeur pour aller en voiture jusqu'à Gérardmer. Ah oui, je ne sais pas si tu te rends compte de la distance. C'est 8-9 heures, non? Alors non, quand même pas, mais il y a eu bien 4-5 heures Ah ouais, seulement? Parce que tu traverses une bonne partie de la France quand même pour aller Gérardmer, quoi. Mais alors je sais pas, c'était le chauffeur, il a fait super vite. et c'était un hiver où il avait beaucoup neigé, le lac avait gelé, donc on pouvait marcher sur le lac. Et je me souviens que lors de la présentation de son film, Kurosawa, qui avait justement dans la journée, il s'était amusé à marcher sur le lac, il a commencé à faire un discours, sauf que il y avait apparemment une surprise à la fin de son discours, mais je ne savais pas du tout ce qu'il comptait dire. Et du coup, il parlait que par petites phrases, en faisant monter un peu la tension de son récit. Et moi, je continuais à traduire sans avoir aucune idée de où il voulait en venir. Et je me disais, mais si j'ai mal interprété un des trucs et que sa conclusion tombe à l'eau, ce sera ma faute. Et je transpirais de plus en plus. Et puis heureusement, c'était pour dire, il avait fait une espèce de métaphore entre le fait de tourner en rond autour d'un lac et sa recherche créative. Et finalement, je crois que je m'étais plus ou moins... Tu te souviens pour quel film c'était? Alors, il était là pour un film français qu'il a fait, Le secret de la chambre noire. Ah oui, d'accord. Avec Tahar Rahim, je crois. Donc voilà, c'était pour la son prochain film est aussi avec des acteurs français. C'est un remake d'un film qu'il a fait au Japon dans, je crois, à la fin des années 80, dans les années 90. J'ai plus le nom du film, ça m'échappe. Mais... Ouais, c'était pas Hebinomichi, Serpent's Path ou un truc comme ça. Yes, Serpent's Path, c'est ça, exactement. Si. C'est pas le nom japonais, mais... Et donc, Kurosawa c'est quelqu'un effectivement extrêmement doux. On ne l'imagine pas forcément en voyant ses films qui sont plutôt terrifiants. Et c'est un peu comme Junji Ito d'ailleurs. C'est le même contraste entre l'œuvre et le personnage. Et il était d'une gentillesse. Du coup, c'était très agréable d'être avec lui. Et de manière générale, tous les réalisateurs avec qui j'ai pu travailler, ils étaient tous extrêmement bienveillants. Il y a eu Sonotion, je dis pas de bêtises. Ouais, Sonotion pour l'étrange festival. Il y a eu Ryusuke Hamaguchi, c'est le réalisateur de Drive My Car, Senses. Et puis, qui est-ce qu'il y a eu? J'ai fait un petit peu Koji Fukada. Et puis Naomi Kawase, entre autres. Génial. Et si tu avais un film de Kurosawa à conseiller? Question piège, désolé, on l'a pas préparé. Je crois que... il en a fait quelques-uns. Ouais, Cure peut-être. Ouais. Voilà. Bon, c'est celui que j'aurais dit aussi, donc vous avez deux raisons d'aller voir Cure, du coup, Cure, qui est un chef-d'œuvre absolu. Si vous aimez le cinéma coréen, c'est fou. D'ailleurs, Bong Joon-ho le cite comme un des meilleurs films de tous les temps, quand même, pour vous donner une idée. Et c'est un bijou absolu, je pense, le plus beau bijou de sa carrière, même si, voilà, c'est un cinéma qui est vraiment très, très, très inspirant. Toujours du côté de l'interprétariat, du coup, on a eu la chance de vivre
ces 10, 10 jours, je ne sais même plus exactement, parce que c'était une lessiveuse incroyable. C'était intense. Quasi H24 ensemble, du coup, avec Ito Sensei en début d'année, et Madame Hara et Monsieur Kogure, encore une fois, qui d'ailleurs te salue bien, puisqu'on a eu la chance de les revoir au Japon. Est-ce que tu as un souvenir, quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué en particulier? Parce que on va pas tout vous raconter, il y a des choses qui doivent rester dans le cadre du privé, mais ça a été une semaine qui a été très forte en émotion. On a vu énormément de gens, que ce soit dans les repas, le midi, le soir, les remises de prix, les différentes activités, les catacombes, Marseille, etc. Enfin voilà, ça a été vraiment une semaine folle. Est-ce que t'en as retiré quelque chose de spécial, en dehors d'un très beau dessin que Ito Sensei t'a fait? C'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses, c'est difficile, mais j'ai été vraiment touchée par l'accueil qui lui a été fait par les fans notamment, et de voir leur émotion quand ils arrivaient enfin à le voir, et le fait qu'il ait... bon, ça a été compliqué de contenter tout le monde parce qu'il y avait énormément de gens, mais il a vraiment tout fait. Alors, pour que le plus de gens possible puissent obtenir leur dessin ou quoi. Donc c'était souvent très émouvant de voir l'échange entre les fans et Junji Ito. Et puis encore un truc c'est un petit détail, mais c'est toujours la gentillesse de Junji Ito, c'est que pendant la masterclass, on avait des bouteilles d'eau devant nous, mais qui n'étaient pas ouvertes. Et déjà, comme je traduisais tout le temps, j'avais hyper soif, et ça faisait genre 5 minutes que je me disais, il faut que j'arrive à trouver le temps d'ouvrir cette bouteille et de boire une gorgée, sinon je ne vais pas tenir. Et en fait, à ce moment-là, la bouteille, elle m'a explosé dans la main, ça a fait un jet d'eau, je m'en suis mise partout. Et Monsieur Junji Ito, il a sorti un mouchoir en tissu de sa veste et qui m'a prêté pour m'essuyer. J'ai trouvé ça très mignon. Voilà. C'est vrai que c'est un gentleman énorme, et moi j'ai été aux premières loges. Vous avez une très belle relation pendant cette un peu plus d'une semaine du coup de tournée avec lui. Et pour nous évidemment c'est un confort incroyable de travailler avec Miyako et avec d'autres interprètes aussi évidemment, puisque ça nous permet de communiquer aussi avec nos invités, avec les gens, avec la presse, etc., de la manière la plus fluide possible. Et particulièrement avec cette petite troupe du coup qu'on était, puisqu'en fait on a vraiment vécu en espèce de vase clos, au milieu un peu de la folie de Junji Ito comme ça pendant quelques jours, que Michael, toi tu as pu voir aussi un peu en direct du coup à Angoulême. C'était de la folie parce que c'était l'impression d'être les Beatles en tournée, et en même temps un sommet de douceur. Moi, les gens avec qui j'étais, particulièrement Miyako et Monsieur Ito, c'était vraiment, tout était très doux, et sans vouloir trop saucer Miyako encore une fois, mais vous pouvez même pas imaginer les efforts que ça représente d'être interprète H24 pour quelqu'un qui est aussi sollicité que Junji Ito. C'est-à-dire que Miyako passait ses journées entières à parler en français, en japonais, à avoir le cerveau qui du coup prenait une langue, la ressortait dans une autre ou quoi. À tel point qu'en fait, évidemment, moi, au début, extatique, le premier soir, on va les chercher à l'aéroport et tout. Tu veux tout savoir, tu veux tout machin. Et puis en fait, au bout d'un moment, on a essayé de créer une sorte de rythme pour aussi que Miyako puisse vivre, en fait. Parce que manger. C'était manger. Ouais. Genre, Miyako ne mangeait pas, simplement parce que pendant les repas, en fait, tout le monde, et à chaque fois, les repas étaient avec des personnes différentes, donc tout le monde avait des questions à poser à Monsieur Ito. Et à ce moment-là, toi, tu te sens bête à table parce qu'il n'y a que Miyako qui peut faire le passe-plat et faire que les gens se rendent compte, parce que aussi Monsieur Ito avait des choses à raconter et tout ça. Et vraiment, c'est complètement délirant la tâche que Miyako a abattue pendant cette semaine avec Ito Sensei. Et je crois que tous les gens, je le sais, qui vous ont croisé, t'en sont vraiment gré, puisque du coup, tu es la porte aussi pour parler à une légende comme Monsieur Ito. Et Monsieur Ito lui-même, d'ailleurs, quand je l'ai revu à Tokyo, me l'a redit, encore vraiment remercie Miyako, parce que voilà. Et on rigole sur manger, mais il y a vraiment des repas où Miyako ne peut pas attaquer son assiette. C'est impossible. Ou des fois, on laisse planer une sorte de moment tranquille pour que tout le monde un peu puisse manger. Et donc en fait, au bout d'un moment, il faut bien relancer la conversation. Ouais. Et donc moi, je regarde comme ça, je relève un peu ma casquette, je regarde Miyako, genre, t'as fini ta bouche là, on y va. Et la pauvre Miyako, vraiment, à la fin, ça devenait presque un running gag du coup. Mais il faut imaginer que ça a été ça du coup avec nous dans le privé. Évidemment, dans le privé, les gens aiment tous Junji Ito à la folie. Mais aussi avec tous
les lecteurs et les lectrices que vous avez rencontrés pendant toutes les séances de dédicaces. Je rappelle quand même, Junjito a fait plus de 500 dédicaces en France. C'est de la folie. Genre, y a pas... Et c'est lui qui a demandé ça. C'est pas nous qui avons dit non, non, tu t'installes et tu fais tes dédicaces. Non, c'est lui qui a dit je veux rencontrer un maximum de fans et je veux pouvoir discuter avec eux. Et donc, à chaque fois, c'est grâce à toi que les gens ont pu échanger avec lui. Et donc, vraiment, un merci infini pour ça. Et je pense qu'il y a des gens du chat qui étaient là aussi à Angoulême et qui doivent te remercier aussi parce que pour l'avoir vécu, honnêtement, et pourtant, je suis pas le dernier à parler beaucoup et à être un peu speed, mais t'as des gens qui t'ont remercié à fond, parce que ouais, comme il l'a dit, en fait, c'était un moment où, en gros, t'étais vraiment la porte d'ouverture pour pouvoir parler avec une personne, enfin, avec une personne qui s'apprécie. Il y a même quelqu'un qui a dit pour la dédicace, j'ai remercié Miyako en anglais, parce que j'avais bugué encore merci. Mais pour ce que t'avais dit, il y avait un moment où ça m'avait marqué, quand on était en train de manger avec Monsieur Ito. En fait, on parlait avec Monsieur Ito, mais aussi avec ses éditeurs. Et je me souviens qu'en fait, on était dans une conversation croisée, c'était de ma faute, je me souviens qu'on parlait de manga global, et c'était vraiment des échanges où ça vraiment allait dans tous les sens. Et je me souvenais que t'arrivais, genre, comme un bon petit numéro 10, distribuer les ballons, genre, bam, ok, je lui dis ça, je reprends, il a dit ça, et clac, et je fais, putain, la vitesse d'interprétation, elle est où? Puis Miyako, elle a une technique là-dessus, je pense que tu mentionnais tout à l'heure le fait de la traduction cabinet et tout, mais t'arrives à emmagasiner, à mettre dans une case ce que tu dois traduire après et en même temps à rebondir sur ce qui vient de popper là tout de suite. J'essaye. Et à revenir et tout ça. Et donc, tu as aussi une fonction de direction aussi un peu dans la conversation, finalement. Je pense en plus que, enfin je le sais, comme tu connais parfaitement bien la culture japonaise, c'est pas que tu adaptes les conversations, mais en tout cas, évidemment, que tu les formalises d'une manière à être entendable aussi pour eux et pareil pour nous et de ça derrière. C'est un travail, enfin, intellectuellement, c'est un effort complètement fou, quoi. Et effectivement, j'ai souvenir des fois d'arriver à traduire plusieurs conversations en même temps. Et c'est des fois un peu de... Attends, stop. Juste là, une seconde, s'il te plaît. Et tu lui laisses une seconde et ça repart pour 10 minutes. Et c'est vraiment, ça c'est magique à voir en vrai. Surtout que pour nous qui ne parlons pas japonais, genre le japonais c'est loin, tu vois. Par exemple, moi je parle anglais très régulièrement. Au bout d'un moment, c'est seamless de parler en anglais. Tu te rends plus vraiment compte que tu parles une langue étrangère. Le japonais, quand tu sais pas parler japonais, tu ne sais pas parler japonais, t'es à quai, quoi. Et donc toi, tu nous prenais et tu nous emmenais et tu nous ramenais et tout ça. Et même Monsieur Ito, qui est quelqu'un d'un caractère plutôt timide au départ, j'ai pu en discuter aussi avec eux au Japon et notamment avec Madame Hara, en fait, a été hyper à l'aise pendant tout le voyage et il me disait que c'était la fois où ils l'ont vu le plus à l'aise et le plus content de parler parce qu'en fait, même pour lui, c'est assez inédit en fait de pouvoir discuter avec des occidentaux aussi facilement quoi, en sachant qu'ils pouvaient compter sur toi et tout. Et vraiment en plus, voilà, j'ai vu c'est toujours, on peut pas parler d'amitié parce que l'interprétariat c'est particulier et tout, mais et que c'est une légende et qu'on lui doit une forme de respect énorme. Mais j'ai vu cette relation naître entre vous pendant cette semaine. Et ça a été un point d'orgue à Paris après pour les derniers jours à la fin où c'était vraiment magnifique. On a pu passer du temps entre nous un petit peu plus tranquillement et tout. Et voilà, vraiment, encore une fois, merci infiniment. Merci aussi pour Yuka Nagate, c'était beaucoup plus court du coup. Mais tu as pu vivre du coup notre première invitée du coup chez Mangetsu avec elle, notamment pour promouvoir Butterfly Beast lors de la Japan Expo, avec Marseille aussi du coup dans la foulée. C'était chouette. et cette nuit très courte en ce qui me concerne du coup, puisque la librairie Tsudoku ouvrait le lundi et on a fini à 5h du matin et on avait arrivé à 10h, ce qui était la pire idée de ma vie. Encore une fois, je m'en excuse auprès de mes collègues. Mais voilà, ça a été un super banc d'essai et ça a été magnifique avec Junji Ito et on rempile ensemble, c'est ça dont je ne voulais pas parler trop tôt tout à l'heure, avec il est là parce il devait sortir au début fin juin, puis finalement on l'a décalé pour la Japan Expo, Rooster Fighter Kogo Baston tome 5, et Miyako, tu seras l'interprète de notre invité, Shusaku Kuratani, sur place. Ça c'est toi. Non, pas du tout. Et ça c'est lui. Et ça va être... Un an après, bah, du coup, parce qu'on n'avait pas parlé, enfin on avait parlé de Junji Ito, mais aussi pour Yuka Nagate, donc pratiquement un an. Ouais, tout à fait. Notre troisième invité, un an après. Faut savoir aussi du coup que inviter un auteur japonais, c'est un effort infiniment plus fatigant. En fait, c'est pas que l'effort est plus grand, parce qu'après ça reste booker des billets d'avion et des taxis et être là au festival et dans les librairies, etc. Mais en fait, en termes de... Je sais pas comment expliquer. En termes de passivité, c'est pas du tout la même passivité en tout cas. Genre quand tu as un auteur japonais, aussi parce que c'est une différence de culture bien plus grande, par exemple quand on reçoit Matteo Santoluco, alors qui est différent parce que c'est un ami de la maison, mais ou des auteurs italiens ou anglais ou américains, il y a, tu sais un peu le ventre quoi, tu vois,
beaucoup plus cadré en règle générale. C'est aussi des délégations qui arrivent avec ces éditeurs. Ce sera le cas d'ailleurs pour Shusaku Tani à Japan Expo. Et par exemple, Monsieur Sakura Tani, on s'est fait des blagues sur Twitter, mais on ne se connaît pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai supplié Stéphanie, ma collègue, que j'embrasse très fort, s'il te plaît, reprends Miyako, parce que Miyako permet d'être à l'aise, surtout avec ma tête, avec des invités japonais qui peuvent un peu flipper au début. C'est quoi? Nous, on n'a pas dit le mec de Gare du Nord, là, envoyez l'éditeur, le vrai. Et Miyako, vraiment, arrive toujours à parfaitement faire en sorte qu'on se comprenne et d'avoir des discussions qui sont fascinantes. Donc, voilà, dans un mois, on reprend. Il faudra que, lorsqu'il sera là, lui expliquer que « mais c'est quoi ce poulet? Je pleure sur le poulet » est devenu une expression. Est-ce que tu vois le mème? Mais c'est quoi ce poulet? Il y a eu un mème sur Twitter. Je pensais pas expliquer ça un jour dans Tsukimi. On va devoir l'expliquer. En gros, tu vois Caris? Caris le rappeur. Ouais, vite fait. Zo. Tu vois, Sevran 9-3. Bof. Michael, tu veux faire une petite imitation de Caris que moi je me lance pas? Non, je peux pas le faire. Ok. Bon, en gros, il a expliqué. Je la mort dans la peau, tout ça. Bref, rappeur badass, tu vois. Genre bagarre avec Booba. C'est lui qui devait se battre avec Booba. D'accord. Okay. Ça se fait pas. Donc, Caris, rappeur de Sevran, un jour invite Future, un rappeur américain, très connu, tu vois, donc vraiment le ricain, quoi, tu vois, le gros rappeur ricain à lunettes de soleil et tout. Et ils font un feat comme ça peut arriver parfois. Un des rares bons feats du rap français et du rap US d'ailleurs, dois-je le signaler. Et il s'avère donc que Future vient dans le 9-3 pour enregistrer. Ce qui est déjà assez exceptionnel, parce qu'en général, les rappeurs, ils vont dans les beaux studios, tu vois, dans Paris et tout, les moteurs basses, tout ça, et rarement dans le 9-3. Et en fait, donc Future va dans un chicken spot ou un truc, tu vois, un KFC, que sais-je, qui sert apparemment un poulet extraordinaire. Et en fait, donc c'est Caris qui raconte l'histoire, et c'est devenu un mème incroyable, puisqu'il raconte ce rappeur américain ultra connu qui se met à pleurer sur le poulet, et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce poulet en gros, et donc il y a ça plus un autre mème en plus, d'un mec qui devient complètement ouf d'un poulet, et donc quand on dit mais c'est quoi ce poulet, c'est en gros, pour dire mais, c'est quoi ce truc trop ouf, quoi. Comment ça se fait que ce truc soit si ouf et tout ça, et c'est vraiment passé dans le langage courant internet des mèmes et tout ça, et donc Michael, son but dans la vie, c'est de lui expliquer, c'est d'expliquer ça à Shusaku Tani. Qu'il y a une expression qui tourne autour du poulet, en plus du fait que le poulet, enfin le coq, globalement, est un emblème pour la France. Ça, c'est politiquement facile à expliquer. Après. Ouais, ça va, c'est simple. Mais c'est quoi ce poulet Caris Future? Ouais. Je te laisse. Je te donnerai un peu plus de contexte, je t'enverrai les vidéos. Ouais, si je veux bien, comme ça, je pourrais faire une traduction plus précise. Et du coup, donc c'est dans la traduction, il y a. Non, pas encore. Non, on va dire que. Bah là, par exemple. Je suis un peu le gardien des mèmes chez Mangetsu. Il a montré le tome, et là, tout le monde a vraiment, sur le chat, tu vois, vraiment, c'est que. Waouh, c'est quoi ce poulet? Je pleure sur ce poulet, d'être comme ça. Du coup, en fait. C'est devenu, on va dire, un mème reconnaissable. Oui, je pleure sur ce poulet, marche aussi, du coup, et voilà. Et en fait, juste le poulet aujourd'hui, c'est ce truc trop incroyable. D'accord. En gros, voilà. Okay. Alors, on a dû expliquer un mème. Hein. Je pensais jamais que ça allait arriver ici. Et attends, il va falloir l'expliquer. Moi, je veux entendre Caris, du coup, en japonais. Enfin, tu vois, je veux qu'on lui explique l'histoire complète du truc. On fera ça dans un repas, mais pas le premier jour. On va le laisser tranquille un petit peu, Sakura Tani Sensei. Et il est très content de venir en France, en l'occurrence. J'espère que les gens à Japan lui feront un accueil brillant, parce que vraiment, c'est vraiment très très drôle comme série. Oui, puis j'imagine qu'Alexandre Fournier a fait un super travail d'adaptation pour tous les jeux de mots, tout ça, et que ce sera sympa d'expliquer à l'auteur comment ça a été. Oserais-je dire que c'est même la meilleure trad d'Alex, parce qu'il traduit aussi Ron Kamonohashi chez nous et d'autres, et sans vouloir les comparer, pour le coup, la trad il a été nommé au prix Konichi cette année pour Booster Fighter, et oui, sa trad est à mourir de rire. En plus, dès le tome 1, il a réussi en fait à recréer, enfin en tout cas, à localiser un lexique entier. Notamment, parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais sur le fait que les poulets mangent des graines, des miettes, ce genre de choses. Il y a... merde, ça m'échappe. Le fameux Sam Debecht. Voilà, Sam Debecht, par exemple. C'est un truc qui revient énormément dans la série. Ça, c'est vraiment une trouvaille d'Alex pour le coup. Et il en a fait... Cocoricao aussi, tout ça. Et en fait, il en a trouvé beaucoup. Et pour le coup, en plus, Spade, au lettrage, s'éclate avec la trad d'Alex. Ouais. Et donc, le Cocoricao, à un moment, est vraiment lettré... tu sais, une espèce de word art de ouf, énorme, tu sais, hyper spectaculaire, quoi. Et non, vraiment, en termes de trad et de lettrage, en plus, c'est une série dont on est le plus fier. C'est aussi une série First Print, avec une couverture qui est très très belle. Celle-ci a été faite par Michael, je dis pas de bêtises, pour le tome 5. Et non, vraiment, c'est mortel. Et puis, c'est cool. Après, Yuka Nagate, qui est quand même une grande mangaka, qui a fait La Légende de Toki, Butterfly Beast, GIF+, etc., Junji Ito, Légende absolue de l'horreur, d'accueillir un troisième auteur, mais qui est dans un genre complètement différent des deux autres, même pour nous, en termes d'expérience humaine, ça apporte autre chose, quoi. Le manga préféré de Junji Ito, pardon.
Ah oui, c'est vrai que Jiggy est ultra fan de Rooster Fighter. D'ailleurs, C'est quoi les des gens modalités disent coq de baston, dédicace d'autres disent Rooster Fighter. Faudra peut-être qu'on tranche un jour entre les deux. Rooster Fighter, coq de baston, ça passe bien aussi. C'est un peu long, quoi. Ouais. Ça fait un Ouais. petit sous-titre. Bah, de Tunnel to Summer, Exit to il est trop long. Exit of Goodbye Ultramarine. Voilà. Non mais le problème de coq de baston, c'est que du coup, évidemment, ça vient au départ d'un très mauvais jeu de mots de ma part sur Coq de combat, qui était un manga culte chez Tonkam pour moi quand j'étais petit, alors qui pour le coup n'a rien à voir. Hein. Ne lisez pas Coq de combat en pensant que vous allez lire une comédie, parce que c'est un seinen très 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 dur dans le milieu carcéral, surtout au début, et la boxe. Et en fait, du coup, les gens l'appellent coq de combat. Mais ce qui crée une espèce de bordel, puisque tu as plein de gens qui te demandent coq de combat, donc tu leur ramènes coq de combat. Ouais. Ils font, non, moi je voulais le coq qui se tape contre Ouais. des kaiju là. Et tu fais, ah merde. Donc peut-être qu'on va l'appeler Rooster Fighter. Juste une chose. Les personnes demandent c'est quoi les modalités pour les dédicaces. Je l'ai expliqué sur le live du Tsukimi précédent. Je sais pas si toi tu veux revenir dessus. Bah en fait, c'est qu'on les connaît pas en détail pour le moment. On attend encore un retour de la part du Japon sur les modalités exactes. Ce qui est sûr, c'est que c'est comme pour Madame Nagate, c'est-à-dire que l'auteur ne souhaite pas être pris en photo, apparaître dans des vidéos et tout ça. Il va faire des interviews par exemple, mais elles seront soit à l'écrit, soit avec un visage qui sera caché. Évidemment, il ne va pas se balader avec bah, il pourrait, hein, il y a Paru Itagaki qui le fait a priori, mais il ne va pas se balader avec un masque de coq sur le salon. En revanche, et ce sera marqué, et il y aura des gens aussi pour contrôler ça, il n'y aura pas de selfie avec lui, il n'y aura pas de photo au moment où il fait sa dédicace ou quoi. Et si, par inadvertance, vous prenez une vidéo, il est en train de vous dessiner votre dédicace ou quoi, et que son visage apparaît, s'il vous plaît, ne la postez pas. C'est une demande de leur part. Ça s'est hyper bien passé pour Yuka Nagate l'année dernière en la matière. Et voilà, c'est juste pour l'instant la chose à savoir. Après, il dédicacera tous les jours, c'est sûr. Il y a 2 sessions de dédicace. Je peux vous le dire, il sera aussi de passage sur Marseille le lundi, juste avant de repartir, parce que son voyage est vraiment... Je crois qu'il arrive... Et soyez gentil avec lui, parce qu'il va être jetlagué, à mon avis, pendant le Japan. Je crois qu'il arrive genre la veille du festival de Japan Expo, et il repart le lendemain de Marseille, qui est le lundi. Et donc ça va être vraiment speed, en fait. Comme il travaille dur sur sa série encore actuellement, c'était pas une évidence d'avoir le temps de venir à Japan. Comme il a vu aussi l'engouement en France pour la série, il s'est dit non, quand même, c'est l'occasion, on peut pas trop rater ça, quoi. Et voilà, ce qui est cool, c'est qu'il nous a fait un super print l'année dernière, du coup, avec Keiji, qui est le nom du coq, je rappelle, en face de la Tour Eiffel. Et donc, ce print vous sera offert sur le stand, du coup, pour célébrer sa venue. Il y a plein de petits goodies, et notamment un petit bandeau génial de Piyoko. Bisou à Steph qui vient de nous donner un instant les dédicaces, les tranches. Non mais Steph, arrête de travailler déjà, d'accord. Et on donnera ça sur les réseaux sociaux. Camille vous postera ça sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Mais voilà, tout a été parfaitement organisé. Vous allez voir, le stand est super beau. Il est un peu plus petit que l'année dernière, mais il est super beau. Et il y a un espace dédicace consacré à Sakura Tani Sensei et tout. Et toutes les équipes seront là de toute façon pour l'accueillir. Vous verrez Miyako et tout. Et comme à chaque fois, certaines personnes viennent aussi pour la dédicace de Miyako. Flost, si tu nous regardes, voilà. Il y a une collection de dédicaces de Miyako, je pense. Il est là, ça m'étonne pas. Ouais, il était trop content. Là, ça m'étonne pas. Il a dit d'ailleurs par rapport au fait de Caris, il a dit que c'est top 5 des moments depuis la création de Tsukimi. Non. Flo, si tu veux, tu pourras venir quand on expliquera Sakura Tani Sensei. Quand tu passeras en dédicace, on en profitera, on saura que c'est le moment où on lui explique mais c'est quoi ce poulet. Il pourra offrir des cadeaux. Oui, offrez-lui à fond des cadeaux. Moi, oui, pour les cadeaux, oui, à mort. Bah ça, comme tous les invités, moi je vous invite à leur offrir des cadeaux. Après, attention, Junji Ito a été tellement floudé de cadeaux que je vous jure... Ah, mais moi je suis parti littéralement... Deux déjà sont partis hyper chargés. Je suis parti avec 20 kilos de valises de cadeaux au Japon. J'ai dû être là pour aider. On était là avec Carole en train d'aider. J'ai même flippé quand t'as le questionnaire dans l'avion de la douane, en mode, vous ramenez quoi ? Moi, j'étais là, mais je sais pas, c'est dans du papier cadeau en fait, donc je peux pas vraiment répondre à cette question, monsieur, c'est pas trop possible. Donc Dieu merci, j'ai pas eu de soucis, et il y avait que des très belles choses à l'intérieur et des choses super différentes par ailleurs. Et je tiens à préciser que Junji Ito a gardé tous les dessins qui lui ont été offerts. Et ils sont tous dans son bureau aujourd'hui. Et il les a montrés sur Twitter, il a fait une photo de chaque dessin. Et ouais, je crois qu'il a pas posté tous les dessins parce qu'il en a vraiment eu. Ah ouais, mais une bonne genre, partie. Cinquantaine. Mais non, mais il a gardé tous les cadeaux et il les garde super précieusement. Et vraiment, quand on a eu la chance de le revoir là il y a peu de temps, il tenait aussi à dire aux lecteurs un grand merci parce que ça a été un moment magnifique pour eux. Je pense que c'est un peu le moment le plus fou. Enfin, on rappelle, pour les gens qui n'ont pas forcément l'histoire, mais du coup on a eu un garde du corps pendant 4 jours, c'était n'importe quoi. On devait monter dans des vannes, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes en le voyant, des larmes et tout ça. Enfin, ça a été vraiment de la folie.
Et en même temps, ça a été super beau. Et comme tu l'as dit, Miyako, tout le monde a été parfait, quoi. Vraiment, bravo à tout le monde pour l'accueil, aux équipes, aux lecteurs, aux lectrices, aux gens du FIBD qui ont super bien réagi par rapport à cette folie qui s'est emparée de nous dès le premier jour où ça a été vraiment l'émeute. Et ça a été un moment magnifique. Moi, je sais que de ma vie d'éditeur, c'est clairement le souvenir le plus fou qu'on ait pu vivre, quoi. Anthony Kuhn, la légende, quoi. Et si un jour vous voyez dans un chapitre de Thomier qu'elle est au Louvre et qu'elle vole un truc et qu'il y a un garde du corps qui ressemble à Anthony, par exemple, bah voilà, ce sera sa forme d'hommage à cette folle semaine en France. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite info, Ito Sensei sera à San Diego cet été. Nous, peut-être, c'est pas encore trop sûr. La vie de parents est pas évidente, mais pour partir, parce que San Diego, let's go. San Diego, c'est juste après Japan, donc c'est un peu compliqué d'enchaîner les deux et d'être parti longtemps. Mais il sera à San Diego pour recevoir un Eisner Award d'honneur et tout ça, un peu comme il a eu Angoulême. Et donc ça risque d'être un peu la folie encore une fois pour lui. Et vous verrez l'actu autour de Junji Ito est vraiment magnifique et vous n'avez rien vu encore. Là, le chat s'est emballé pour Anthony. Ce serait intéressant de l'appeler un jour ou de la ramener sur Tsukimi pour lui parler de... Il est au Portugal, en fait, Anthony. C'est ça le twist. Ah ouais. C'est que oui. En fait, il fait une mission de sécurité. Il connaît bien Angoulême parce qu'il y a grandi, si je ne dis pas une bêtise. Mais c'est vraiment une légende, Anthony, le bodyguard. Du coup. Ah ouais. C'est vrai qu'au Japon, genre sur les réseaux sociaux, il a été beaucoup posté, beaucoup commenté et tout, quoi. Et en fait, il habite pas. Enfin, je crois qu'il habite à l'année au Portugal. Du coup, donc le ramener, c'est un peu compliqué. Par contre, si à l'avenir on refait des événements avec le festival d'Angoulême, ce qui n'est pas du tout impossible, 100%, on reprend Anthony. Même s'il n'y a pas besoin d'un bodyguard, on reprend Anthony quand même. Ça a été trop légendaire ces quelques jours avec lui. Du coup, pour quelques questions, après moi j'en ai une d'un point de vue personnel, enfin personnel dans le sens où ça reste dans le côté manga. C'était quoi ta meilleure expérience en traduction de manga? La pire, si tu veux la dire, et pareil côté interprétation avec un auteur ou autre. Ok. C'est dit, ouais, la meilleure. Ça dépend toujours des périodes, je réponds toujours à un truc différent. Là j'ai envie. Là, ce qui m'est venu tout de suite en tête, c'est Je suis Shingo de Kazuo Umezu. L'histoire d'un Le robot. maître de Junji Ito, d'ailleurs. Oui, le maître de Junji Ito et Kazuo Umezu. Donc c'est une histoire en 6 tomes, paru au Lézard Noir, donc un garçon qui. Une histoire d'amitié avec un robot, enfin une histoire d'amour aussi avec une fille. Et j'avais beaucoup aimé traduire le langage du robot, qui est parfois en narration, donc il y a un parler un peu particulier. En même temps, moi les robots, c'est quelque chose qui m'a toujours émue depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est notamment pour ça que j'adore Pluto de Urasawa. Et sur la fin, en fait, je ne dois pas trop spoiler, mais bon, le robot, il part dans une quête et il se désintègre au fur et à mesure et il apprend, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais il apprend petit à petit le langage, donc son parler, sa façon de parler change aussi et à la fin, il revient à des choses vraiment essentielles et c'était avec des mots très simples. Mais de garder parfois c'est difficile de garder la simplicité en traduction. On a envie d'en faire des caisses pour être sûr que le lecteur français il va bien comprendre. Donc de rester dans l'épure et en même temps dans l'émotion, ça a été un challenge. Et puis j'étais hyper émue en le faisant moi-même. Mais ça reste une super expérience. Donc je pense génial. à Je suis Shingo. Ensuite, pire expérience. Attention. La moins bonne. Non, en fait, c'est de manière générale, je ne citerai pas de titre, mais c'est quand parfois ça arrive que les mangas ne soient pas hyper bien écrits. Et quand c'est mal écrit, en fait, c'est terrible pour la traduction parce qu'il faut il faut adapter à fond pour que ça passe en français. Donc déjà, c'est pénible parce que quand c'est mal écrit, c'est que l'histoire, en plus, elle n'est pas forcément passionnante. Et qu'en plus, voilà, il faut ça double ou ça triple la charge de travail, en fait. Sûr, ouais. Donc c'est vraiment pas agréable, en fait. Alors que oui, un bon texte, ça coule tout seul, c'est super. Donc voilà pour la traduction. C'était Claire Deslandes qui m'a recruté chez Brajlon il y a quelques années, qui est directrice de publication côté littérature, qui disait que sortir un texte, notamment c'est vrai aussi en litté du coup de fait, mais sortir un texte dans une langue étrangère, ça peut être l'occasion de rendre le livre meilleur en fait. Et on le voit, que ce soit toi dans la traduction pure ou nous quand on repasse après sur les corrections aussi parfois pour fluidifier un petit peu l'oralité de certains titres et tout. Je pense à Aohashi par exemple sur lequel moi j'interviens quand même pas mal. En fait c'est vrai, du coup je mets un peu dans la peau d'un traducteur à ce moment-là, que c'est hyper dur d'oser changer, d'oser prétendre améliorer aussi du coup un peu un texte ou un dialogue parfois,
qui peut être très sec. Alors bon, pour le coup, je le vis en anglais, parce que comme je lis l'anglais, ça nous arrive aussi quand on fait des comics. Et en fait, au final, est-ce que tu rends service à l'auteur? Mais peut-être pas trop, mais est-ce que tu rends service à l'œuvre? Oui. Et donc, tu sais, c'est toujours... Enfin, voilà, je vais dire un énorme poncif, mais traduire, c'est trahir, et c'est faire des choix. Et ça peut être aussi un challenge cool. Alors, c'est toujours souvent de la douleur, en fait, dans ce genre de cas précis que tu évoques, mais ça peut être un challenge cool d'essayer de rendre un texte meilleur en français. Par exemple, non, je ne vais pas donner d'exemple non plus. Ne citons pas de nom. Mais c'est arrivé sur un titre Mangetsu, qui, je pense, en français, devient un poil plus riche que ce qu'il était dans sa version japonaise. Je ne peux pas en être 100% sûr ne parlant pas le japonais. J'ai une grosse intuition quand même sur la question. Et c'est aussi le rôle des traducteurs, en fait, et des traductrices d'aider les textes. C'est Scarabée qui dit l'ajout du rip Maradona quand Hachito disait être la réincarnation de ce grand Argentin. Ouais. Ce fait qu'à l'époque, il était encore vivant à ce moment-là. Ouais. Et là, tu fais une sorte de mise à jour. Ouais, vous verrez dans le tome 17 ou 18, à un moment, il y a toute une théorie autour du jeu de Guardiola. À ce moment-là, Guardiola était au Bayern. Et en fait, c'est pas du tout déconnant dans l'histoire de mentionner le fait que Guardiola à City en fait reproduit ce système de jeu. Et parce qu'on n'est pas non plus dans l'étude, on n'est pas en train de nous dire ok, il a pris Erling Haaland, c'est un pivot parce qu'en fait avec un faux neuf il s'en sortait pas et tout. C'est quelque chose de plus basique que ça. Mais donc du coup on ajoute ça, par exemple dans le tome 1 il y a le fameux jeu à la nantaise aussi, qui du coup est logique puisque en fait l'auteur veut nous parler de jeu à la barcelonaise, mais le jeu à la barcelonaise s'appelle le jeu à la nantaise, le jeu à une touche de balle. Et alors en l'occurrence là c'est presque de l'ordre des clins d'œil, puisque du coup on est dans la ref presque plus que juste des fois tu vas le faire très finement au cours d'un dialogue quoi. Tu vois, et quand c'est un dial qui est un peu sécos, le rendre plus oral, ou même donner plus de caractère, ou appuyer un ton de caractère sur un personnage, tu vois, qui va par exemple être qui va un peu plus parler comme un charretier, et la personne en face de lui, tout l'inverse, va être sur un langage un peu plus soutenu, ça donne vachement de corps, je pense, à ton récit, et comment les gens s'identifient aussi aux différents persos et tout. Ça, c'est important de le faire. Et c'est des trucs qui, des fois, peuvent être un peu lost in translation, comme on dit, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est un super rôle d'équipe, avec les préparatrices de copie aussi, dont on parle trop peu, les préparateurs de copie, mais donc des gens qui parlent aussi souvent la langue et qui vont aider à fluidifier aussi les traductions, parfois en ayant soit un point de vue plus global sur la série, ou juste du recul en fait par rapport au texte et à la traduction stricto sensu, quoi. Et c'est en ça que c'est un vrai travail d'équipe. Ce qui arrive ensuite en français, c'est le travail de plein de gens, dont le service édito aussi, évidemment, qui s'implique beaucoup là-dedans, quoi. Notamment pour corriger un petit peu les répétitions de texte qu'on retrouve par naturellement dans le japonais, mais en français, ça se fait Par pas exemple, trop. voilà, en anglais et en japonais, il va y avoir des répétitions dans le vocabulaire qui vont être beaucoup plus fréquentes qu'en français. Pour ça, on a 1 milliard de mots pour dire la même chose. Donc, il faut essayer de tourner, mais après, c'est pareil, les répétitions, ça peut être super tricky, parce qu'en fait, les mots ne sont jamais exactement les mêmes. Donc, ça revient toujours un peu à trahir aussi, parfois, l'intention de départ. Et puis, tu sais pas quand Enfin, tu sais pas si tu le sais, parce qu'en général ça se voit, mais une répétition ça peut aussi être une figure de style. Donc en fait, des fois tu veux éviter la répétition, mais en fait, tu rends pas forcément service du coup au fait que c'est une figure de style ou que ce personnage a un langage qui, tu vois, justement dans la répétition, notamment je pense au perso d'Umezu, ils ont un peu tous un phrasé qui leur est propre. Si tu n'as que le tome 1, admettons à ce moment-là, c'est plus le cas pour Umezu, Dieu merci aujourd'hui, mais si tu n'as que le tome 1 et que tu vois pas encore ça venir, donc il y a tout un travail aussi d'un peu de prospective comme ça de la part du traducteur, dans l'étude profonde de la langue, de se dire ah attends, peut-être que ça cache ça pour derrière et tout ça. Et ouais, c'est un métier infiniment complexe et on pourra en parler encore très longtemps. En parlant d'Umezu, il y avait une question qui était survenue tout à l'heure. Alors on dit Umez ou Umezu? Avant c'était Umezu et en fait à partir d'un certain moment c'est Umez lui-même qui a voulu que son nom s'écrive Umez avec 2 Z, donc sans le U. Ouais. Donc c'est pour ça que dans les éditions plus anciennes c'est Umezu et à partir d'un moment c'est passé à Umez. Donc maintenant on dit Umez avec 2 Z. Est-ce qu'il y a une logique derrière ou c'est juste l'auteur qui l'a demandé comme ça? C'est l'auteur, ouais. Ok. Autre question, il faut que je la retrouve. Juste Bruno qui me dit coucou Bruno, qui me dit Coq de combat c'était pas ton cas mais Del Corakata. Voilà, gros bisous Bruno. Il y a une personne qui a dit j'aimerais bien avoir l'avis de mademoiselle Slocombe sur son expérience de trad sur Marou. Bon, il a écrit madame, pardon. Sur du Marou. Oui, donc c'est un auteur qui m'est très cher parce que c'est le premier auteur que j'ai traduit. Et il a
Comment dire, c'est un auteur qui est assez agréable à traduire parce que justement, il y a un côté très poétique et lui, pour le coup, il écrit très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, bon, c'est comme c'est des mangas un peu spéciaux, étranges, donc, qui ont une atmosphère étrange, le parler aussi, et même les onomatopées. Alors ça se fait aussi dans d'autres mangas, mais il y a certaines onomatopées qu'il a créées lui-même qui sont volontairement un peu bizarres. Et voilà, il y a une atmosphère très surréaliste et en plus, comme il fait beaucoup de références à, par exemple, je sais pas, l'expressionnisme allemand, le surréalisme, plein de formes d'art différentes, voilà, c'est très référencé, très riche. Et donc, c'est vrai qu'un texte qui est riche à la base, c'est assez agréable à traduire. Donc, non, c'est un auteur que je tiens beaucoup à traduire. Et d'ailleurs, donc j'avais commencé à en traduire pour Le Lézard Noir. Et ensuite, c'est Casterman, Saka, qui a sorti L'île Panorama. Et à ce moment-là, je voulais absolument le traduire. Donc je m'étais battue pour trouver les coordonnées de la maison d'édition, tout ça. Et j'étais vraiment contente de pouvoir le faire. Donc, du coup, l'intégralité de Marot est traduite par toi. Oui, sauf La jeune fille aux camélias, qui est sortie chez Yemacho. Voilà, je crois qu'il est traduit par Satoko Fujimoto et Eric Cordier, si je ne me trompe pas. Une très bonne amie traductrice. Donc oui, non, c'est donc la question, oui, sur mon expérience de trad. Donc ouais, alors parfois effectivement c'est des scènes assez dures, c'est parfois assez même difficile à regarder certaines, visuellement. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Enfin, c'est à prendre aussi à la légère. Donc non, c'est une expérience qui a été intéressante et j'espère continuer à pouvoir en traduire. Pareil, parce qu'on était venu sur la partie un peu visuelle, la question était, encore une fois, je viens de relire New National Kid, comment on appréhende l'adaptation de manga aussi graphique ? C'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête l'image, et d'ailleurs c'est vrai qu'au début, quand on traduit, le premier jet il se fait sur un fichier Word, et ensuite le lettreur va mettre notre texte dans les bulles, et à cette étape-là on peut faire apporter des corrections, et il y a beaucoup de choses que je vais avoir envie de retoucher à ce moment-là, notamment la fluidité. Enfin, je trouve que la conversation, par rapport au découpage des cases aussi, j'ai envie de repenser, affiner des choses. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, et en même temps qui va pas forcément ajouter de difficultés non plus, parce que c'est un esprit général de Marot qui est dans l'image et dans le texte, qui sont assez en harmonie, je dirais. Ouais. En gros, il y a une valeur ajoutée avec la traduction vis-à-vis de l'adaptation en elle-même. J'ai pas compris, pardon. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelque chose de aussi graphique, tu appréhendes le fait de vouloir ajouter une traduction pour rendre le tout compréhensible, ou essayer de te calquer au mieux sur ce que l'auteur a fait. Genre, est-ce qu'il y a un travail d'adaptation plus poussé que dans d'autres mangas que lorsque c'est graphique, ou pas du tout? Non, j'y pense pas trop. Enfin, par contre, oui, comme il y a toujours cette contrainte de la taille des bulles. Oui, alors peut-être quand par exemple, quand un texte est divisé en plusieurs bulles, une phrase, elle s'étend sur plusieurs bulles. La difficulté, c'est que l'ordre des mots en japonais et en français n'est pas le même. Donc, il faut parfois, même si ce serait plus fluide de construire la phrase comme ça, il faut que chaque groupe de mots corresponde à l'image en question. Et surtout, quand on a tout d'un coup une image qui claque, d'avoir la phrase qui claque en même temps. Donc oui, c'est quand même un petit challenge de faire attention à ça. Ok, cool. Et dernière question, Michael, parce que je ne vais pas vous presser les amis, mais je vois que l'heure tourne. En dehors des mangas que tu as traduits globalement, est-ce que tu as une de tes séries préférées côté Mangetsu, pas forcément une que tu as traduit ou autre? C'est une question du chat, ça? Non, c'est une question de toi, ça. Je m'en doutais. Et une autre, c'est ton manga préféré, genre globalement. J'espère que tu vas répondre Dragon Ball, parce que c'est clair. Non, je rigole. Alors, c'est difficile parce que... je peux parler d'une série que tu es en train de traduire en ce moment. Si tu veux, tu peux tricher un peu. C'est vrai que il y a une série chez vous que quand j'ai su que vous la sortiez, je me suis dit mais genre trop bien, et qui est le traducteur, la traductrice qui va avoir la chance de travailler dessus, et puis bon, les choses ont fait, les hasards des conversations. les hasards, les colis surtout. On a soudoyé Miyako pour qu'elle accepte une traduction, il faut le savoir quand même, je lui ai envoyé du vin. Ouais. Et l'intégralité des tomes en japonais quand même, parce qu'on n'est pas des salauds. Ouais, je me souviens d'avoir
reçu un colis comme ça qui était te devant confirme. chez moi. Ouais. Merci beaucoup à l'équipe édito pour leur soutien là-dessus. Et oui, donc c'est déjà un titre, un titre que j'apprécie beaucoup et que j'ai eu la chance de traduire. Oui, tu peux dire ce que c'est, bien sûr. Il s'agit de l'Inde de Yamashita. Yamashita Sensei, Kazumi Yamashita, effectivement. Et il y avait une autre question. Ma question, c'était... ton manga préféré all time, genre celui... L'ultime poulet, tu vois. Ouais. C'est super dur et ça aussi, ça change un peu tout le temps. Mais en fait, j'avoue que là, très récemment, je me suis relu tous les nanas de Ai Yazawa. Et je me dis, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce manga, qui malheureusement n'est pas achevé. J'espère encore qu'un jour, Ai Yazawa retrouvera la force de finir sa série, mais au niveau des dialogues, de la mise en scène, du scénario, tout, c'est absolument incroyable. Donc c'est un de mes mangas préférés. Ok, cool, c'est une bonne réponse. D'ailleurs, pour revenir sur Nana, globalement, j'ai l'impression que tous les chefs-d'œuvre ne se terminent jamais. Ah. Non, il y en a qui se terminent, mais effectivement, il y en a 2-3 qui ont ça en commun. Ouais. Voilà. On a un concours en cours depuis genre 8 ans là. J'ai déjà envoyé son message. Donc le vainqueur du concours, c'était Vache33, mais je vais déjà... Vache33, tu as donc gagné Tunnel to Summer, on t'envoie ça chez toi. Et justement, Miyako, tu as commencé à parler de l'End, et écoutez, je vous propose d'avancer un petit peu dans l'émission. Avant ça, concours aussi. Mon cher Aikel, on a un concours. Ouais, on a parlé de paquets. Et un gros concours d'ailleurs. Ouais, c'est un très très gros concours. Étant donné que notre invité ce soir c'est Miyako et qu'on a parlé de PACA et que ce dernier s'achève le 21 juin du coup, le jour de la fête de la musique et de l'été. Exactement, ouais. En plus ça colle au titre. On fait gagner l'intégrale de PACA, donc les 5 tomes. Les 5 tomes, ouais. Donc le chat, frappez-moi sur vos claviers, là je peux utiliser ce terme, PACA à fond, tirage au sort et let's go. PA2KA dans le chat et on vous récupère de l'autre côté. Quant à nous, on passe à Angetsu. Jingle. Aikel, il veut trop forcer les gens à dire Dragon Ball à chaque fois. Non mais c'est vrai que c'est le meilleur manga, mais bon, voilà, on n'est pas là pour... Avant d'évoquer l'End, du coup, justement, puisque je voulais quand même qu'on fasse un petit aparté sur ce chef-d'œuvre absolu qui paraîtra donc chez Mangetsu en janvier 2024 au rythme normalement d'un tome par mois à l'exception du mois de mars et du mois de décembre. Ce qui fait que l'End tome 1 sortira en pile poil pour Angoulême 2024 et se terminera pile poil pour Angoulême 2025. Vous en faites ce que vous voulez. Et qui est donc un chef-d'œuvre absolu traduit par Miyako. Je voulais d'abord un petit peu parler de Junji Ito, la régie. Notamment, puisqu'on a une autre annonce à faire ce soir, qui est que Miyako va signer une préface d'un ouvrage de Junji Ito qui est Les Cauchemars de Mimi, qui sortira donc en novembre prochain. Et donc Miyako, officiellement, je te remercie infiniment, puisque l'idée, c'était aussi, là, cette année, sur les préfaces à venir, d'inviter des gens qui ont pu rencontrer Ito Sensei et passer du temps avec lui et tout. Les Cauchemars de Mimi, c'est vraiment un des plus beaux Junji Ito, 100% inédit par ailleurs, jamais sorti en français, qui date de sa grande époque, en gros c'est ce qu'on appelle la grande époque, donc Spirale, Gyo, etc. Et c'est vraiment un titre sublime, et par ailleurs, du coup, puisque c'est un peu les copains et que tu as la chance de les croiser aussi pendant la tournée, je le sais, on aura les Fortifem qui nous font le plaisir de signer du coup la préface de l'École décomposée, un duo punk qui part un peu dans tous les sens, c'était forcément les Fortifem pour l'École décomposée. Et pour Fragment d'horreur, que vous avez peut-être découvert en photo il y a quelques jours, puisque le premier exemplaire est arrivé au bureau, qui sortira au mois de juillet. Ouais. C'est ça, hein. Moi j'ai les dates de la prod, mais je pourrais pas Non, dire c'est juillet, Fragment d'horreur, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juillet. Du coup, pour Japan, il me semble, c'est Johan Meloku, à qui on fait des très très gros bisous, qui a signé une superbe préface. Et vous avez du coup désormais le programme complet des préfaces Junji Ito cette année. Et pour celle de l'année prochaine, maintenant il faudra attendre Tsukimi saison 3, donc vous débrouillez bien avec ça. Pour parler de 2024 justement, et donc de l'End qui arrivera en janvier, a priori, et on se le dit entre nous parce que c'est pas encore totalement bouclé, mais a priori en format agrandi, du coup en 145-207, donc le fameux grand format Mangetsu que vous avez sur Ice Game de Cool Girl par exemple, qui sied parfaitement bien les planches absolument incroyables et le découpage hyper aérien de Yamashita Sensei, à un prix qui est franchement très intéressant si on arrive à le maintenir. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, les commerciaux vont me tuer, mais franchement, le prix est vraiment top.
particulièrement parce que le tome 1 a une pagination un peu plus épaisse que les autres, et que c'est peut-être le meilleur tome 1 de tous les temps. Mais ça tient sur un twist qu'on ne va évidemment pas vous dévoiler aujourd'hui. Et la dernière annonce que je voulais vous faire là-dessus, du coup, avant de te laisser un petit peu la parole, Miyako, pour parler de ce manga, ce qui est très difficile à faire, mais tu vas y arriver, j'en suis sûr, c'est que c'est un truc de ouf. Limite, je me dis, je vous donne trop d'annonces aujourd'hui, mais allez, on va vous le dire. L'autrice, qui a donc gagné le prix Tezuka 2021, si je ne dis pas de bêtises, pour l'End, et qui est une légende absolue au Japon. Je rappelle, c'était quand même la première invitée de Naoki Urasawa pour Manben, la première invitée ever de Naoki Urasawa pour Manben, va signer 11 couvertures inédites pour la France, c'est-à-dire que l'intégralité de la série, donc qui ne sont pas les couvertures que vous découvrez là, qui sont les couvertures de l'édition japonaise, du coup, qu'on vous propose là un petit peu dans l'écran. Du coup, Yamashita Sensei va dessiner 11 couvertures pour la France. La première, c'est dans quelques jours à peine, du coup, puisque le rendu est le 19 juin, et que si tout va bien, encore une fois, on aura une sacrée équipe au Japon pour capter la création de la couverture du tome 1 et vous livrer super petit reportage vidéo. Je vous conseille vraiment vivement d'aller voir le Manben avec Naoki Urasawa, puisque ça se passe chez elle et que c'est là qu'elle travaille, et c'est là où on envoie notre équipe du coup travailler. Une équipe que les gens qui connaissent très bien le YouTube des créateurs japonais connaissent, puisqu'on travaille avec des gens qui sont vraiment excellents en la matière. Et bah voilà, c'est un peu le projet le plus fou, parce que demander 11 couvertures, donc l'intégralité d'une série à un auteur, c'est, je pense, jamais vu en France. Ouais, c'est même assez fou que Yamashita Sensei ait accepté. J'en profite pour remercier infiniment Tomoyo de chez Kodansha, qui a été incroyable du début à la fin autour de ce projet, qui du coup, j'espère, accompagnera au mieux. Parce que on a un planning 2024 qui est complètement fou. On va encore vous en dévoiler un tout petit bout ce soir, et encore le mois prochain, et encore dans les mois à venir. Mais l'End, pour moi, dès le mois de janvier, même s'il y a des sous-bouteilles, même s'il y a des chefs-d'œuvre à venir l'année prochaine, c'est instantanément un des classiques du catalogue Mangetsu. Je me pince encore, à vrai dire, de me dire que c'est nous qui avons les droits de cette merveille, mais écoutez, tant mieux. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu mettre les petits plats dans les grands, que ce soit avec les couvertures, avec le grand format, avec le prix, en ayant la meilleure traductrice du monde à la tête de la série, en lui envoyant du vin du coup pour la soudoyer. Et des bouquins. Exactement. Et voilà, vraiment c'est un titre hyper important. J'espère que vous serez au rendez-vous. Alors en l'occurrence, pour les gens qui regardent Tsukimi, j'ai pas très peur, parce que je sais que vous soutenez Mangetsu aussi pour ses choix éditoriaux qui... Bon, est-ce qu'on peut parler de risque pour l'End? Je sais pas, mais c'est quand même une série particulière. Et vraiment, c'est une série qui méritera d'être défendue, qu'on va défendre de tout ce qu'on peut avec cette idée de reportage et tout ça. Et je rêverais d'accueillir Yamashita Sensei un jour en France et d'avoir Miyako à l'interprétariat. Donc rendez ça possible, s'il vous plaît. Parlez-en autour de vous, c'est un manga complètement unique. Et Miyako, justement, est-ce que tu peux essayer, parce que tu l'as lu en intégralité avant de t'attaquer à la traduction, de nous le présenter en naviguant au milieu des milliards de spoilers qui jonchent cette aventure assez incroyable. Non, mais c'est super difficile. En tout cas, l'histoire commence, on est dans un village, on ne sait pas trop où on est, un village japonais avec un homme qui vient d'avoir 2 jumelles, et il doit aller en abandonner une à la montagne, puisque la coutume dans ce village, c'est que les enfants qui sont susceptibles d'avoir une malédiction, de causer le malheur dans le village, il faut aller les abandonner à la montagne. Donc ça rappelle un peu la balade de Narayama de Imamura, je crois, où là c'était les vieilles personnes qu'on allait abandonner à la montagne. Donc ça commence comme ça. On ne sait pas si... il porte le coup de grâce ou non. Ça reste un peu mystérieux. Et le père ne peut pas se pardonner d'avoir abandonné une de ses enfants. Évidemment. Et pour se punir, il va se crever les yeux. Et donc ça, c'est l'introduction de l'histoire. Et ensuite, on arrive quelques années plus tard. Donc, sachant que, je me permets juste une petite précision là-dessus, on est dans un Japon féodal. Oui. Où règnent aux 4 points cardinaux des silhouettes géantes, sortent d'espèces de boss d'Hidetaka Miyazaki, quoi, hyper dangereux, avec une faux géante et tout ça. Et dès le départ, il y a une ambiance qui est pesante, le tout avec un dessin très clair, puisqu'elle utilise énormément le blanc et les espaces négatifs.
Et du coup, dans un village japonais médiéval. Quoi, Voilà, avec de très étranges coutumes. On n'a pas le droit de sortir la nuit, je crois, parce que ces 4 entités nous surveillent, notamment. Et aussi que oui, les hommes, quand ils atteignent l'âge de... Enfin, les villageois, quand ils atteignent l'âge de, je sais, 50 ans ou 60 ans, ils doivent mourir, enfin rejoindre l'autre monde, parce qu'il est question on parle de l'au-delà, de l'issue de l'au-delà. C'est très... voilà. J'essaie de ne pas... Je vous jure que c'est un exercice hyper difficile. Alors moi j'ai essayé dans la vidéo que vous avez découvert il y a quelques mois de naviguer aussi parmi ces spoilers. Je pense que les 2 explications se complètent pas mal d'ailleurs si vous voulez avoir une vision un peu plus concrète de ce qu'est Laine. Mais je sais tout ce qu'il ne peut pas dire. Bah et ouais, voilà, il y a beaucoup de double sens. Et c'est à la fin du tome 1, je vous jure, vous allez tomber de votre chaise. Le truc le plus fou, c'est ça, c'est qu'en fait, le tome 1, la 3 dernières pages, vont vraiment vous laisser... Voilà, comme ça, quoi. Sans vous, hein. Vous allez vous dire, mais bordel de quoi? Et derrière commence un peu une autre série, en fait. Et la série se régénère et se renouvelle énormément, petit à petit. Et alors je failli spoiler, parce que c'est hyper dur, c'est vraiment on marche trop sur des œufs pour parler de Laine. Mais en ce moment, on a beaucoup de séries qui sont difficiles à pitcher. C'est un peu un des problèmes de l'année 2024, ouais. On a un peu mis les potards à 14 sur les mangas qui parfois partent un peu dans des sens... Bon, Subutai c'était pas mal, ouais, d'ailleurs. À pitcher aussi, c'était bien compliqué. Après, avec Subutai, t'as l'avantage de parler de Kazuhiro Fujita, donc les Moonlight Act, les Karakuri, et, tu vois, Ichi Tora, etc. C'est identifié. Yamashita Sensei, c'est une autrice qu'on n'a pas eu la chance de voir publier pour le moment en français. C'est son premier manga, c'est ça? En français, oui. Son premier manga, pas du tout. Non, c'est une reine absolue du shoujo au Japon. Et elle a fait un manga. Globalement, en France, oui. Édité en français, oui. Et elle a un classique absolu qui est sur la vie d'un docteur dont je perds tout le temps le nom et je m'en veux à chaque fois, mais qui est vraiment un énorme carton au Japon. Et pour elle, justement, de créer Laine, ça a été aussi un peu une rupture de style. Et d'ailleurs, graphiquement, en fait, elle se réinvente un peu. Et je sais plus, je crois que c'est Urasawa lui-même qui le dit, mais c'est l'autrice la plus fascinante qu'il ait vue ces dernières années. Et au Japon, en fait, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a accepté ce projet de 11 couvertures inédites. Au Japon, en fait, la série a vraiment été comme ça, quoi. C'est-à-dire que ça a commencé comme une série du Morning, donc un magazine très quali chez Kodansha, et les gens voyaient, ça leur plaisait de ça. Ça a fini, c'était une célébration, la fin de l'an, vraiment. Parce que oui, c'est une série qui va parler d'énormément de sujets qui, pour le coup, vont être chers aux Japonais, notamment le sujet de la terre, littéralement la laine, quoi. Et historiquement, il y a énormément d'échos, du coup, qui vont se retrouver, mais je trouve que ça fonctionne aussi pour nous. En fait, on arrive très bien à se projeter dans les différents enjeux. Et oui, c'est une série très riche de ces personnages, de ces thèmes, et qui, j'espère, fera date en français, clairement. Normalement, c'est une série qui a 2-3 nominations à la fin de l'année, mais ça, c'est pas grâce à nous. C'est juste la série en elle-même. Elle est aussi, enfin, elle incarne une forme de noblesse, je trouve, dans le manga. Et c'est une autrice qui est. Alors aujourd'hui, l'autrice travaille toujours. Par ailleurs, elle fait une super série qui s'appelle Twisted Sisters. Peut-être, on verra au futur, n'est-ce pas. Voilà, c'est je pense, enfin j'en suis persuadé même, un moment marquant de l'histoire éditoriale du manga au Japon, Laine. Et l'avoir chez nous, c'est un honneur de dingue. Donc en plus, cette parution mensuelle essaye aussi, voilà, par tous les moyens, on essaye de la rendre exceptionnelle. Et Miyako travaille très dur dessus. Là, tu boucles le tome 2. Oui, c'est terrible. Oui. Ça va aller. T'as du temps en plus encore, donc ça va aller. Mais oui, mais c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle au Japon. Enfin, moi, quand j'y allais, à chaque fois, j'en entendais beaucoup parler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Dans sa vie, enfin, elle y projette ses inquiétudes sur sa propre vision de la société japonaise. Et il y a des choses qui sont universelles, en fait. Et c'est assez fascinant comme lecture. Ouais. Je pense que c'est une série qui sera débattue, effectivement, bien qu'étant pas japonais, évidemment. Je pense qu'on arrivera à y voir beaucoup de choses aussi qui font écho avec notre propre société, mais ça reviendrait à spoiler un énorme truc, donc on va devoir s'arrêter ici. Mon cher Michael, est-ce qu'on a un gagnant? Ouais, mais attends, mais je retrouve plus le nom parce que je l'avais tiré. J'arrive. Attendez, je suis là dans quelques secondes. En attendant le chat, le temps qui tire... C'est bon, je l'ai. C'était 100 chiffres qui... 100 chiffres? Ouais, 100 chiffres qui a gagné le tirage au sort. Et bien, 100 chiffres, on t'envoie pas qu'à chez toi, tu viens en DM, envoyer ton adresse, tout ça, et puis après le reste de l'équipe va s'occuper de t'envoyer ça directement chez toi.
Quant à nous, Miyako, j'aurais voulu qu'on y revienne, parce que je sais que c'est une série que tu aimes beaucoup, mais là, le temps vraiment, c'est cool. Tu as aussi repris la traduction des Enfants d'Hippocrate après Ryoko Akiyama, qui est une de nos séries chouchous, évidemment, chez Mangetsu, un de nos bébés. D'ailleurs, on rattrape l'apparition japonaise là, au moment où la série s'achève au Japon, parce que le tome 10 sera le dernier tome du coup de la série. Et déjà, merci pour ça, merci pour ta traduction, parce que vraiment le personnage de Mako et la série en règle générale est vraiment très très importante pour nous chez Mangetsu, et que tu fais un travail formidable dessus. Et au même titre que Paka, je peux que inviter les gens à la découvrir, à la lire, parce que c'est vraiment un petit bijou de manga. Voilà, et il ne faut pas, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais avoir peur du côté hôpital et pédiatrie, tout ça, ça ne doit pas être un frein, parce que c'est vraiment un petit bijou de vivre ensemble, même j'ai envie de dire, fin politique. Et j'ai relu le tome 7 du coup la semaine dernière, et c'était magnifique. Ouais. Moi, chaque tome, je me tape une chiale énorme. Donc, La série s'achève en 10 tomes. Oui, Ouais. on l'a dit. Et du coup, c'est une parfaite transition, puisqu'on vous fait gagner les Enfants d'Hippocrate. Alors, tome 1 et 2 cette fois, on ne peut pas tout le temps faire gagner des intégrales, ça va faire des trop gros colis après. Mais vous pouvez gagner les tomes 1 et 2 des Enfants d'Hippocrate. Il suffit de taper Hippocrate, tout simplement, dans le chat. On vous laisse 2 minutes, et puis on va tranquillement se diriger vers la fin de l'émission avec Kagen et les sorties d'il y a un an. Et comme la vie est bien faite, il y a un an, vous savez ce qui sortait? Les 2 premiers tomes des Enfants d'Hippocrate. Et oui, la synchronicité à son maximum, elle est là. Voilà, Toshi Higashimoto, petit bijou. On va pas vous expliquer à chaque fois, je sais qu'on est un peu relou avec notre prosélytisme sur les Enfants d'Hippocrate, mais vraiment, vraiment, n'hésitez pas à aller la découvrir en librairie, à la demander à quelqu'un autour de vous qui l'a, si vous n'êtes pas forcément sûr et tout. Regardez-moi ces planches magnifiques, ça c'est le tome 1, je m'en souviens. Ouais. Et le perso de Mako est vraiment trop touchant, toute la famille Suzukake est vraiment une famille fascinante à suivre, et plus la série avance, et plus les enjeux avancent et tout, et honnêtement moi je sais pas du tout à quoi m'attendre pour ce final, et voilà, sachant que la série est en voie d'adaptation au Japon. Alors ce sera une série live en l'occurrence, donc quelque chose qu'on verra pas forcément tout de suite chez nous, mais ça prouve aussi sa qualité évidemment si des producteurs s'y intéressent, et vraiment je vous invite infiniment à aller découvrir ça, et du coup vous aurez l'excellente traduction de Ryoko Akiyama sur les 3 premiers tomes, puis notre cher Miyako, le tout sur un lettrage d'Elsa Pecker qui fait un lettrage formidable, et qui d'ailleurs va faire le lettrage de Lend aussi, la vie est bien faite. C'est la Dream Team. Il y a un an, on avait aussi Frankenstein du maître Junji Ito. Je crois qu'on a déjà beaucoup parlé de lui aujourd'hui. Un des très très beaux, un des plus beaux ouvrages sur Junji Ito. On avait une préface de Johan Sfar sur celui-ci, qui a d'ailleurs pu rencontrer Junji Ito lors de son passage à Paris grâce à Miyako, qui a encore une fois traduit les échanges entre Johan et Junji Ito, qui ont fini par se battre, se faire un battle de dessin au restaurant. C'était assez magique comme moment. Vous pouvez toujours aller le découvrir, évidemment, c'est disponible absolument partout. On avait aussi, on en a parlé tout à l'heure, Soten no Ken, tome 3, 4, ah pardon, je cachais le chiffre évidemment, je ne vais pas y arriver. Soten no Ken, tome 4, aujourd'hui on fait le tome 8, c'est bien fait. Et Chihoran, tome 8, tandis que le tome 14 est sorti. Je ne sais pas pourquoi on a doublé sur Soten, mais pas sur Chihoran. Il a dû se passer quelque chose, mais non, pourtant ça sort bien tous les 2 mois, comme à chaque fois, Chihoran, avec du coup l'arrivée d'un personnage fascinant à ce moment-là, et que vous n'êtes pas prêt d'oublier ni de revoir. Et enfin, je termine avec Shigahime, tome 3, qui est sorti du coup en juin 2022, une série complète en 5 tomes, un des cartons de Mangetsu, qui d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a déjà annoncé, ressortira en coffret à la fin de l'année. Et en même temps, on sortira du coup la nouveauté de Hiroi Sasato qui s'appelle Mother Parasite, qui est vraiment excellent pour les gens. Alors oui, c'est une série particulière. À l'édito, il y a beaucoup de discussions sur Mother Parasite à chaque fois qu'on travaille sur les thèmes. Chaque fois que je le lis, je fais c'est waouh. Parce que c'est une série effectivement qui va parler de thèmes un peu. C'est weird un peu. Hein. Non, mais c'est pas que c'est weird, c'est Hiroi Sasato quoi. Mais c'est un genre à part entière. On n'est pas tout à fait dans l'horreur, en tout cas beaucoup moins que dans Shigahime. Il n'y a pas du tout de tripes qui volent et tout ça, beaucoup moins de violence graphique. En revanche, on est sur une sorte de thriller ambiance Norman Bates, avec quelques thèmes un peu incestueux, on va dire, mais j'aime pas le dire comme ça parce que tout de suite ça fait super peur. Mais pour les gens qui aiment les liens du sang notamment, ça peut être hyper intéressant de poursuivre aussi, parce que c'est totalement une autre approche de la relation maman-enfant. Et vraiment, c'est une série, le tome 2 par exemple, est enrichi à fond de propos et tout ça. Et c'est loin d'être un truc gratos, juste un peu sulfureux, d'un mec qui voudrait trouver la maman parfaite. Et tout. C'est vraiment intéressant. Si vous avez aimé Shigahime,
Moi, je trouve Mother Parasite encore meilleur, donc voilà. T'as dit Vous un le truc direz à la intéressant, rentrée. t'as dit les liens du sang, et en plus j'allais dire, ouais, ça me rappelle vraiment le style un peu de Shijo Simi dans le délire. T'as bien fait. Ouais, bah les deux partagent une forme de malaise, quoi. Ouais. C'est pas du tout la même manière de développer l'histoire, évidemment. Et se comparer à Oshimi, c'est osé, parce que pour moi, c'est un des très très grands maîtres de ce genre. Mais en revanche, je trouve que c'est un bon complément. Et en même temps, on est beaucoup plus dans le cadre du scolaire, et un peu comme dans Shigehime, on va aussi parler de harcèlement, du fait de trouver sa place et tout ça. Et vraiment, on a un protagoniste qui est tout sauf un héros, quoi. Et en même temps, on en vient à avoir un peu de la peine pour lui. Le mec est un salaud alpha, mais tu vois, c'est un peu c'est comment Christian Bateman dans American Psycho, Ouais, putain. mais jeune et tout aussi tordu, quoi. Et en même temps, on en vient à avoir de la peine pour lui aussi, puisque bah, il part d'un drame fondateur qui est l'absence de mère, tout simplement, quoi. Dernière question, et après j'annonce le vainqueur du concours. Est-ce qu'il y aura un coffret à vide? C'est la question du chat. Je crois pas. Non, On n'a pas c'est une encore, très bonne nous, hein. question. Alors pour le coup, je vous avoue, je crois qu'on a déjà parlé, mais les coffrets, en fait, c'est un truc à l'édito, c'est pas vraiment des projets édito, si vous voulez. C'est commercial, plus ouais. des projets commerciaux. Donc, on va en parler aux commerciaux. En tout cas, c'est très bien de remettre la chose sur la table, puisque on avait dit l'année dernière, notamment au moment du coffret de Junji Ito, qu'on essaierait. Je crois que c'est hyper compliqué pour plein de raisons logistiques et de colisage et de trucs que vous avez même pas envie que je développe ce soir, parce que c'est vraiment pas très intéressant. Mais je crois pas. Par contre, on vous promet qu'on posera la question, du coup. Mais honnêtement, voilà, je miserai pas non plus tout là-dessus, quoi. Parce que je sais, pour en avoir déjà discuté au moment de Junji Ito l'année dernière, que c'est quelque chose d'assez complexe à faire. Mais en tout cas, Eichel va nous préparer un super collage pour le design Ouais. du coffret. Du coup, on va reprendre ces effets de fabrication avec ce pelliculage de dingo là qu'on a eu sur toute la série. Et vraiment, le coffret devrait être très joli. On va tenter de faire un beau petit truc à l'image de la série et aussi de son édition. C'est l'avantage de Hiroshi Sato, c'est que le mec dessine tellement bien Ouais. que du coup, c'est un peu un bonheur de bosser sur ces séries et ces bouquins quand tu cherches à faire du design et des effets de fabrication, etc. Bah là, j'attends justement côté Fab pour qu'on ait le gabarit et après je rentre dedans. Yes. Le Le gagnant du concours, et puis il va yes. être l'heure de vous quitter sur une petite annonce, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, j'avais pas mis le sommaire, mais bon, c'est pas très grave parce que j'avais mis aussi un jeu de mots pour l'annonce de ce soir. Mais sinon, le gagnant de Hippocrate tome 1 et 2 s'appelle Squeezo. Je lui ai déjà envoyé un message. Squeezo, Oui, comme Squeezo. Squeezie, mais... Ouais, Squeezo. mais avec un O, c'est sa Ok, version maléfique, ok. malveillance max. Ah ouais. Et voilà. C'est tout, je pense. Et bah c'est tout. Merci infiniment Miyako Merci à vous pour ta venue, l'invitation, pour c'était tes chouette. explications et tout ça. Tu reviendras Avec plaisir. pour parler de l'Inde l'année prochaine. Je crois que tu es obligé. De toute façon, je t'ai dit dispositif incroyable. C'est vrai que du coup, on n'a pas parlé des difficultés de traduction, donc Mais non, à c'est une autre un peu occasion. le problème. Je suis désolé d'avoir dû un peu accélérer. D'ailleurs, je reçois des textos de pression car je dois être ailleurs il y a 9 minutes. mais effectivement, il y a plein de sujets à développer et ce sera complètement l'occasion. Et si vous croisez Miyako à Japan Expo, évidemment, des cadeaux. Non, Vous êtes obligé, des selfies, des cadeaux, tout ça, quoi. Il y a qu'à Faucon. Il y a qu'à Faucon. On n'a même pas parlé de Tokyo Tarareba Girls, Tarareba Girls, ouais. qui est une super série du Lézard Noir où il y a la fameuse traduction Yaka Faucon, du coup, pour laquelle Miyako est une star d'Internet. Tu es un poulet, du coup, sur Internet. C'est presque un mème, le Yaka Faucon. Merci, Eichel. Merci, on se retrouve pour le Tsukimi prochain avec une belle annonce. Belle annonce. Merci, la régie. Commence pas à teaser, c'est le dernier épisode. En plus, j'aime pas quand il dit ça, parce que ça diminue l'annonce du jour, alors que l'annonce du jour, c'est Elle est vraiment ouf, elle est un ouf, elle est putain ouf, de bijou, on va l'annonce pas de se ça. mentir. Et qu'on est très très content d'annoncer le retour de cette autrice, du coup, sans vouloir trop vous teaser, c'est dans 2 minutes. Mais effectivement, le mois prochain, ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est qu'il y aura plusieurs annonces d'un coup. Voilà. Mais on en reparlera à Japan Expo. Hein. Arrête de teaser, Eichel. Merci la régie. J'ai rien dit. Force à vous, vous avez encore été les meilleurs. Merci le chat du coup pour votre bienveillance et votre présence à chaque fois. On se retrouve le 3 juillet si j'ai bien révisé mon calendrier lunaire. D'ici là, prenez soin de vous. On vous laisse avec une belle annonce. À bientôt tout le monde. Bye bye.